En train de finir de manger. Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le piquet de stream. Marcel est là, je suis là. Et je suis accompagné, vous allez le voir très vite. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, bien le bonjour. Zipolette qui était là même avant que le live démarre. Bien le bonjour à toi Zipolette. Bien le bonjour à Fiz et les chatons. Bien le bonjour à Donio. Bien le bonjour à celles et ceux que je retrouve évidemment de ce matin. Alors attendez, hop. Évidemment, comme d'habitude, format interview, donc format de galère de technique, mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Euh, Nous allons donc faire une interview avec une journaliste du média qui s'appelle Lisa Lap, avec Tuyo que vous connaissez parce que Tuyo, il a fait son premier stream sur le piquet de stream hier. Et donc, c'est lui qui va mener l'interview. Moi, je host tranquille. Je vais prendre les questions du chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Je rappelle qu'évidemment, on fait cette interview dans le cadre du piquet de stream, qui a la commande don, si vous voulez faire du don pour la caisse de grève, alors qu'on a passé les 4K followers sur la chaîne. Et ça fait grave plaisir. Merci à vous. Bien le bonjour à Nagual. Rebonjour à Qu'est-ce que t'en dis. Donc voilà, on va se lancer tranquillement. Je vais inviter et dire bonjour à nos invités directement. Alors, elles sont là. Donc, Tuyo qui va interviewer Lisa Lab. C'est parti. Bien le bonjour à vous deux. Bien le bonjour Tuyo. Comment tu vas? Salut, ça va super, ça va super. Hyper content d'être là, hyper en forme à 10 heures. Hyper en forme. Et bonjour à toi Lisa Lap. Et merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être là pour répondre à nos questions. Bonjour, Bien le avec bonjour. plaisir, il n'y a pas de problème. Trop cool, trop cool, trop cool. On voulait peut-être commencer tranquillement par, avant de commencer l'interview, peut-être que tu voulais présenter rapidement le média Tuyo, histoire Ouais, qu'on rappelle un peu deux, trois trucs aux gens, quoi. De quoi on parle? ouais, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai écrit une petite présentation. Lisa, n'hésite pas après à me dire si j'ai bien tout dit, s'il y a des choses à rajouter. Donc le média, c'est un site d'actualité français gratuit lancé en 2018 par trois fondateurs fondatrices. Sophia Chikirou, Henri Poulain et Gérard Miller, tous les trois on les connaît, ils étaient proches de la France Insoumise et ils le sont toujours. Le principal support visionné est votre chaîne YouTube, le média. Et aujourd'hui, je suis allé voir hier, il y avait 855 000 abonnés. On s'approche du million tout doucement. Il y a une grande nouveauté depuis septembre-octobre, c'est que vous diffusez 24 heures sur 24, avec notamment une émission phare à 18h30, c'est ça, 18h, 18h30, qui s'appelle Toujours debout et qui dure 1h15, 1h30, une émission de débat, de reportage, où voilà, vous êtes plusieurs à intervenir. Attends, je te coupe une Euh, seconde, Tuyau. ouais. On a eu un raid de l'ex-tutor. Ah, Merci beaucoup pour le raid. salut Surtout Lex que, Luthor, salut à tout le monde, merci. c'est- Merci de venir nous voir. c'est-à-dire qu'en plus, je lui avais envoyé les gens tout à l'heure. Vous passez les gens, quoi. Merci beaucoup, Lex. J'espère que ta première s'est bien passée. Merci à toi Et du pour coup, le. ouais, je disais, le média, c'est un média indépendant qui se finance grâce à plusieurs moyens, un système d'abonnement, grâce aux sociétaires que vous appelez sociaux. Ils sont aujourd'hui à peu près 10 000, un tout petit peu moins de 10 000. Pareil, je suis allé voir hier soir pour avoir des chiffres exacts. Et donc, en fait, ces sociaux, ils peuvent acheter des parts sociales du média. Et le média aussi, c'est une nouveauté depuis cet été, depuis l'automne, c'est qu'il s'est transformé en SCIC, donc en Société Coopérative d'Intérêt Collectif. On aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que ça peut être intéressant. Ça, à mon avis, veut dire aussi des choses sur la manière dont le média conçoit sa place et conçoit le travail des journalistes. Euh, je suis allé aussi revoir le manifeste, parce que vous avez mis en ligne un manifeste qui n'a pas changé depuis plusieurs années. Donc dans son manifeste pour un média citoyen, les signataires veulent, je cite, intervenir dans le domaine de l'information et de la culture sans attendre le bon vouloir des pouvoirs publics et à contre-courant des puissances industrielles et financières. Donc ça pose bien les bases. Après ce petit édito, le manifeste liste aussi 7 objectifs. Le média sera collaboratif, pluraliste, culturel et francophone, humaniste et antiraciste, féministe et défendra les droits LGBTI, écologistes et progressistes.
Voilà pour la petite présentation. Alors par contre, j'ai pas réussi à trouver. Vous êtes quoi, une vingtaine de salariés? Alors je sais qu'il y a des salariés permanents, permanentes, des salariés pigistes. Ça change un peu en fonction de la période, aussi en fonction évidemment de la santé financière du média. Quand vous avez moins de sous, bah, vous embauchez moins de pigistes évidemment. Donc aujourd'hui, vous êtes combien à peu près aux médias, en comptant les journalistes, les administrateurs et administratrices, les techniciens, techniciennes, etc. Alors d'abord, merci pour cette présentation. On doit être une trentaine, je me trompe pas, une trentaine de salariés aux médias. Je fact-check en même temps. On doit être une trentaine de salariés aux médias, enfin salariés comptant intermittents, freelance, etc. Et pigistes, bien sûr, mais les pigistes sont salariés que l'intermittence, non. Et on est 17 permanents. Ok. Et du coup, sur la présentation, est-ce que tu aurais des choses à ajouter, des choses que j'ai oubliées, des choses que j'ai dit qui n'étaient pas vraies peut-être? Alors, tout était vrai. C'est vrai que l'histoire de comment on a été fondé revient énormément sur la table. Tu l'as dit après, on était indépendant, mais oui, on a été fondé par trois membres très proches de la France Insoumise. Maintenant, ce Chico est encore à la France Insoumise et même député. Mais ça fait partie de notre histoire et aujourd'hui, on est totalement indépendant. Mais on ne se cache pas qu'on est bien sûr engagé auprès des luttes sociales et surtout de ceux et celles qui font les luttes. Mais par contre, notre travail journalistique est totalement indépendant et absolument pas partisan d'un parti politique. Après, bien sûr, on a ce choix de, par exemple, ne pas inviter le Rassemblement national sur notre plateau, mais voilà, ça s'explique par notre engagement et le fait qu'on ne trouvera jamais l'extrême droite politiquement correcte et politiquement acceptable. Voilà, et puis sur l'aspect coopératif, oui, voilà, depuis l'été dernier, on travaille à être une réelle coopérative qui, bah, comme son nom l'indique, et on est la plus grosse coopérative médiatique de France. Donc ça, c'est génial et c'est fabriquer les médias autrement. Donc c'est un projet, enfin il y a encore plein de choses à faire, mais ouais, c'est un projet coopératif et c'est ça qui enfin c'est ça notre ligne de mire en ce moment et le projet bien sûr télé. Mhm. Justement, à propos de cette coopérative, est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens concrètement ce que ça veut dire d'être une coopérative médiatique, ce que ça implique à la fois en termes de financement, je dirais, mais aussi en termes de travail journalistique? Est-ce que ça change quelque chose dans votre travail à vous, journalistes, et puis même à tous les salariés du média? Qu'est-ce que ça change d'être une coopérative et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Mm. Alors, je pourrais parler que de ma place de journaliste par rapport à la coopérative, etc., parce que je suis pas dans l'administratif ou dans les bureaux ou des choses comme ça. Enfin, dans les bureaux, je veux dire dans les instances, quoique si, mais bref. Mais en gros, l'aspect coopératif, c'est qu'on essaye, on travaille parce que c'est changer des modes de fonctionnement. Enfin, on vient tous d'entreprises plutôt classiques, ou alors on est tous passés par des entreprises plutôt classiques. Enfin, il y a des personnes qui viennent d'associations, etc. Mais c'est vrai que de travailler sur un modèle coopératif, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et c'est vraiment essayer de tous travailler en horizontalité. Par exemple, il n'y a pas un ou une directrice, c'est un directoire qui est composé de trois personnes. Au-dessus, entre guillemets, il y a un conseil de surveillance, comme pourrait y avoir un conseil d'administration plutôt euh, dans une association. Et puis, ce qui est génial dans la coopérative, c'est qu'on a enfin, des milliers de sociétaires. Donc, comme tu l'as dit, ils ont des parts sociales et ils peuvent vraiment participer à faire le média. Alors, c'est pas des journalistes, etc. Mais par exemple, pendant les manifestations, on va peut-être en parler après, les correspondants citoyens, donc les sociétaires, les abonnés aussi, hein, bien sûr, on n'est pas sectaire entre abonnés et sociétaires, donc peuvent décider d'être correspondants citoyens et du coup de nous envoyer des images de la ville où malheureusement on n'a pas pu être parce que on n'a pas encore assez de moyens pour envoyer des journalistes partout en France. Et puis c'est aussi, enfin, il y a le forum, il y a le chat dans YouTube, etc. Enfin, je pense que les trucs collaboratifs, vous connaissez surtout forcément. Ouais, Et on du connaît un coup, peu, c'est ouais. vraiment créer de l'information toujours avec cette rigueur journalistique, mais en comptant vraiment l'avis des sociaux et des abonnés. Parce que c'est sûr qu'on a le travail journalistique, mais c'est important que des gens nous parlent de leur lutte, nous fassent des retours sur ce qu'on fait, pour avoir un véritable média citoyen. Et puis, ce qui change aussi, c'est que il y a pas les journalistes, puis le service administratif, puis les monteurs, puis c'est tous ensemble. Moi, j'adore avoir sur mes sujets, j'adore avoir l'avis de gens qui sont aux médias, mais qui ne sont pas journalistes, parce que c'est des gens qui font le média en fait. Et il y a pas de hiérarchie, enfin en tout cas pour moi, il n'y a pas de hiérarchie ou de différence entre journaliste et pas journaliste aux médias, en tout cas en termes d'avis et surtout de participation à la coopérative. Et je pense que c'est tout ça aussi qui fait une coopérative pour moi.
Mmh. Je- Et tu Juste, disais que les sociaux, que tous les gens qui participent aux médias peuvent donner leur avis, avoir voilà, vous êtes comment dire, vous êtes assez alerte sur les retours qu'ils et elles puissent faire. Est-ce On qu'ils ont aussi essaye, oui. un poids, je sais pas, de décision? Est-ce que si, je sais pas, ils et elles se rendent compte qu'il y a un truc, je sais pas, un sujet qui est sorti et qui va pas du tout ou quoi, est-ce qu'ils ont moyen, ils et elles ont moyen de dire, bah non, non, là on n'est pas d'accord, c'est pas pour ça qu'on s'est investi dans le média? Alors, évidemment, ils peuvent le dire. Je ne sais pas s'il y a un organe de décision par rapport à ça, parce que on est quand même attaché à l'indépendance journalistique, c'est très Mm. important. Mais par contre, la discussion est totalement ouverte. Et de toute façon, dans le conseil de surveillance, qui est un organe à côté du directoire, etc., il y a des sociaux dedans, il y Ouais. a un collège de sociaux, donc ils font partie quand même des processus décisionnels en termes pour la coopérative. Après, sur l'éditorial, pour ça, quand il y a, enfin, je pense pas que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais sur l'éditorial, on est vraiment attaché à cette indépendance journalistique. Comme je te dis, on peut discuter avec les sociaux, discuter avec les abonnés, mais il n'y a pas de processus décisionnaire sur Mm. l'éditorial. Après, il y a des processus de discussion, et de toute façon, aux médias, c'est comme ça que ça se passe aussi. Il y a des processus de discussion sur l'éditorial et pas de processus décisionnaire. Quand quelqu'un Mm. propose un sujet, on en discute tous ensemble, etc. Et on fait confiance à l'intelligence collective. Et tous les jours, les sociaux nous inspirent Mm. et nous aident à trouver nos sujets, ça c'est sûr. Mm. Et je me demandais aussi par rapport au manifeste, comment il a été écrit, construit. Est-ce que vous, les journalistes, évidemment, vous retrouvez dans ce manifeste? Sinon, j'imagine que vous travaillerez pas ici. Mais est-ce qu'il est, je sais pas, remis à jour? Est-ce que, enfin, comment il a été écrit ce manifeste? Comment il a été construit? Parce qu'il est quand Alors, même comment assez il a fort été quand même. écrit? Oui, il est fort. Comment il a été écrit et construit, je pense à la création du média, mais vu que je n'y étais pas, je ne peux pas te donner d'infos dessus. Par contre, aujourd'hui, on en parle très souvent du manifeste, et à chaque fois justement, quand on fait confiance à l'intelligence collective pour parler d'un sujet, à chaque fois, on se dit, est-ce que ça respecte le manifeste? Donc, on en parle souvent, ouais, quand même. Enfin, c'est notre ligne directrice, donc Mm. il est important pour nous, ça, c'est sûr. et Ouais. est-ce qu'il est parfois, je sais pas moi, remis en question surtout qu'un manifeste, des fois, c'est quelque chose qui est soumis aussi à interprétation. C'est surtout là-dessus que vous discutez, je suppose. Et juste, je voulais ajouter, il y avait quelqu'un qui disait, Corinne, qui disait que les discussions dont vous parliez tout à l'heure ont lieu sur le forum du média aussi, C'est apparemment. ça, ouais. Oui, il y a un forum sur le site. Pour le manifeste, non, il n'y a pas eu de question pour l'instant, hein, de refondre du manifeste ou de le refaire. Il est assez clair sur l'objectif. Il n'y a pas eu pour l'instant de discussion par rapport au manifeste. Ok. Et tu parlais un peu comment dire, qu'il n'y avait pas vraiment de hiérarchie aux médias, que les décisions se prenaient collectivement, On etc. essaye, oui. Et, est-ce que comment ça se passe aussi dans le choix des sujets, dans les propositions, est-ce qu'il y a des débats, est-ce qu'il y a des conférences de rédaction, comment vous décidez collectivement, du coup, comme tu le disais, comment vous décidez de traiter tel ou tel sujet, comment vous allez le traiter, etc. Alors justement, c'est une discussion qu'on a eue hier sur comment encore mieux parler tous ensemble des sujets, parce que faut savoir qu'on a 4 directs par jour, 13h, 15h, 17h, 18h30. Donc on a un rythme quand même qui est assez soutenu, et c'est compliqué d'avoir des gros temps de réunion, des gros temps de débat. On essaye quand même de les faire. On a 2 réunions tous les jours, une pour les flashs, une pour Toujours Debout. Toujours Debout, c'est l'émission à 18h30. Donc, on a 2 réunions par jour avec chaque équipe, et après, les chefs d'édition, donc les personnes qui s'occupent des programmes, discutent entre elles ou entre eux. Mais donc on a ça comme pour discuter. Donc, souvent, il y a quelqu'un qui propose un sujet qui est peut-être pas fini, et puis quelqu'un d'autre va dire, ah, mais tu pourrais faire ça avec, ah, mais j'ai telle idée d'inviter. Ça se passe un peu comme ça tous les jours. On va essayer de mettre encore plus en place des organes de discussion. On a aussi un organe dans notre démocratie interne qui s'appelle le comité éditorial, qui a été ajouté au règlement intérieur en décembre. Et en fait, ce comité éditorial peut être saisi et ou autosaisi. Il est composé des journalistes du média, mais tout le monde peut participer à la discussion. En gros, le comité éditorial, c'est donc il y a à partir de 3 journalistes qui peuvent le saisir et dire, bah là, j'aimerais bien qu'on discute qu'on discute de ce sujet tous ensemble, etc. Et le comité éditorial, donc tout le monde discute du sujet, etc. Mais pas que les journalistes, il y a tout le monde qui vient participer à cette discussion. Et à la fin du comité éditorial, on peut trouver un consensus sur oui ou non le sujet, etc.
pour l'instant, c'est un organe qui est nouveau, donc on ne l'a pas utilisé beaucoup de fois, mais souvent, ça peut se terminer bien, enfin, ça se termine bien avec un consensus parce qu'on a pu échanger. Donc, c'est important d'avoir des organes et des temps pour échanger. Et comment on choisit nos sujets? Alors souvent l'actualité quand même, on a une sorte de routine où on sait à peu près tous sur quel sujet on va attendre. Et puis il y a des journalistes tout simplement, ou même pas journalistes. Moi, il y a beaucoup de personnes aux médias qui ne sont pas journalistes et qui souvent nous proposent des sujets en disant bah ça c'est important, ce serait cool que vous en parliez. Et c'est un peu comme ça où on se les propose, on se réunit, on les propose, on en discute. Ah, j'ai tel invité, j'ai tel machin, et voilà. Et on a aussi des groupes Telegram sur lesquels on discute beaucoup. Et peut-être pour que les gens comprennent bien, est-ce que cette manière de fonctionner, est-ce que c'est le genre de manière de fonctionner qu'on retrouve aussi dans les médias tradis? J'ai vu que tu étais passé par d'autres médias avant le média. Est-ce que cette manière de fonctionner, cette manière de décider, de discuter, est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour toi? Est-ce que, voilà, quand tu compares avec tes autres expériences, il y a quoi de différent aux médias par rapport à peut-être d'autres médias traditionnels Alors, c'est vrai que je suis passée par d'autres médias avant, notamment Radio France. Et dans tous les médias, il y a des conférences de rédaction, donc ces réunions où tout le monde propose des sujets et tout le monde en discute. J'ai l'impression quand même que aux médias, la différence, c'est qu'on va moins être soucieux de l'audience et ou de si le sujet est extrêmement concernant. On va plus. Alors, il y a quand même l'audience, on pense quand même à nos sujets, est-ce qu'ils vont marcher ou pas, mais c'est plus est-ce qu'ils vont intéresser ou pas, mais pas est-ce qu'ils vont, ils vont être concernants. Le mot concernant en journalisme, c'est est-ce que ça va faire du clic, du machin. Donc, il y a moins ça. Ce qui est différent aussi, c'est que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté dans le choix des sujets. Ou alors parce que la ligne éditoriale me convient plus dans ma proposition des sujets, mais ouais, je trouve en fait, c'est hyper luxueux de travailler aux médias en tant que journaliste parce que dans d'autres médias, on va me donner 1 minute 30 sur un sujet sur lequel j'ai envie d'en faire 25. Alors qu'aux médias, si je dis bah non, ça c'est important et je veux en faire 25 minutes, bah on me dit OK. Enfin, on me dit pourquoi, comment et tout, pour pas que je fasse n'importe quoi, mais on me dit OK. Et donc ça, c'est la grosse différence entre les médias mainstream et un média qui est libre sur Internet et indépendant, je Ouais. dirais. Oui, c'est vrai que c'est des contraintes que sur YouTube on a moins, sur Twitch nous on connaît aussi, on a moins effectivement. Le fait de pouvoir prendre le temps de parler des sujets qui nous semblent importants, ou effectivement 1h30, 2h30 sur le journal de 20 heures, ça suffit pas pour bien Mm. comprendre tous les enjeux. Donc c'est effectivement des choses qu'on comprend bien. On a commencé un peu à en parler, tu es aux médias pas depuis le début. Alors Non. j'ai pas réussi à trouver une date d'arrivée officielle, mais en tout cas ton premier sujet sur le site, il remonte au 22 mars 2021, c'est C'est ça? ça, c'est mon premier sujet pour le Voilà, média. et pour le média. Donc ça fait un an et demi, attends, 22 Ouais, mars, presque 2 ans maintenant. presque 2 ans, ouais. Donc au départ, tu étais pigiste pour le Mhm. média, et là, pareil, ça fait quoi, depuis quelques mois que t'es permanente aux médias? Je suis permanente depuis le 1er janvier 2023. Ok, donc c'est assez récent, quoi. C'est Ouais. un Enfin, mois et après, demi. c'était tout comme avant parce que je venais très Ouais, souvent à la rédaction et j'avais beaucoup de piges. Donc, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de ouais, changement. ouais. Mais oui, officiellement sur le papier, c'est depuis le 1er janvier 2023. Hmm. On Peut-être on que te pour, félicite dans le chat, ça met des ouais. applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être C'est que très pour les gentil. gens, pour que les gens comprennent bien la différence entre un journaliste pigiste et un journaliste permanent, les deux sont salariés, mais le journaliste pigiste, en fait, il travaille ponctuellement pour un média, c'est-à-dire il est payé à la tâche, au sujet, quoi. Si c'est un article, c'est au nombre de signes, si c'est à la télé, bon, après, il y a plein de forfaits différents, mais voilà, c'est ça le principe qui change. Et du coup, pour un journaliste, le fait d'être permanent dans un média, c'est un peu l'achievement, quoi. C'est un peu la garantie d'un peu plus de stabilité, d'un peu plus de reconnaissance, etc. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, même si toi tu dis que ton travail a pas vraiment changé. Après, ouais, sur stabilité et reconnaissance, bah, je t'avoue que moi, il n'y a pas du tout de différence de Mm. reconnaissance entre pigiste et permanente. Vraiment, j'ai les mêmes, enfin, voilà, la même chose en termes Mm. de reconnaissance, on va dire. Par contre, ouais, en termes de stabilité, après, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui veulent devenir journalistes ou qui sont journalistes, etc. Mais il faut bien rappeler que, à part grosses difficultés financières ou je sais pas, normalement, si par exemple on a 2 piges par semaine dans un média, ils sont obligés
de vous maintenir les piges parce que c'est un CDI tacite. Après, si bien sûr les piges diminuent, etc., ça peut être par rapport à la situation financière, mais je préfère faire des petits rappels parce que j'étais dans un collectif de pigistes et c'est vrai qu'il y avait plein d'idées reçues sur la pige. Et non, il y a quand même une obligation légale de maintenir le volume de pige parce que c'est un CDI tacite. Et en CDI, pour l'instant encore en France, un CDI ne s'arrête pas comme ça. Voilà. Pas encore, pas encore. Il y a quelqu'un Mais qui c'est dit vrai dans que le chat. de passer permanente, c'est un luxe parce qu'on a beaucoup plus de temps Enfin, on est là tous les jours, du coup, on peut faire des gros sujets, approfondir les sujets, et ça, c'est trop cool. Qu'est-ce que t'en dis dans le chat? Il dit le pigiste cotise à rien si je me trompe pas, mais tu cotises si Ah, t'es bien Non, sûr tu que si, tu cotises. cotises, ah ouais. si, si, il y a comme vraiment C'est un fiche de salarié paye normal. classique, cotisation, c'est comme les intérimaires. Les intérimaires, ils cotisent, enfin Le voilà. seul truc qui change, c'est que dans les fiches de paye classiques, tu es payé à l'heure, alors que dans Mm. les fiches de paye des pigistes, en fait, t'as pas un nombre d'heures. T'as un sujet. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est le seul truc qui change. Mais ouais, comme tu es salarié, tu cotises. Il y a des charges patronales, il y a un 13e mois, etc. Cotisation. Cotisation. Pardon, c'est vrai. J'ai été trop matrixé par le capitalisme. Non mais ouais. Bon, on a commencé un peu à parler de toi. Je voulais continuer. Euh, donc tu l'as dit, tu es passé par plusieurs trucs, par Radio Parleur, Première Ligne, RFI, France Bleu. Tu as été formé à l'IUT de Lannion en journalisme, mais tu as aussi fait un Master 1 à Paris-Saclay en environnement et un Master 2 à Paris-Saclay en agriculture durable. Toutes mes C'est notes ça. sont bonnes. Ouais, très bien. Tu as bien lu mon LinkedIn. C'est exactement ça. Alors, l'IUT de Lannion, c'est un peu particulier parce que c'est une école reconnue par la profession, mais c'est un IUT, donc c'est en 2 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, de ta formation à l'IUT? Est-ce que, enfin voilà, je te laisse en parler. Pas de souci. Alors oui, il y a 14 écoles reconnues par la profession en France, donc ça veut dire qu'elles respectent un programme. Comme ça, les rédactions savent qu'on a bien eu ces cours-là, ces apprentissages-là. La différence de l'IUT de Lannion, alors avant, à mon époque, parce que je commence à vieillir, il y avait sur les 14 écoles, 3 écoles en IUT, donc c'est un DUT juste après le bac, en fait, 2 premières années après bac, donc comme BTS, mais DUT, quoi. C'était Tours, Lannion et Cannes, et puis Tours est passé en master. Donc, il n'y a plus maintenant que Lannion et Cannes en école reconnue en DUT. Moi, j'ai adoré parce que, en fait, je trouve que c'est déjà une première, comment dire, un premier obstacle social que de n'avoir accès aux études de journalisme qu'en master, parce qu'il y a plein de gens qui se disent j'irai jamais jusqu'au master, je peux pas, j'ai pas les sous aussi, hein, 3 ans de licence, faut les faire. Donc j'ai trouvé ça génial. Moi, après mon bac, je voulais faire des études professionnelles, je voulais directement être dans le vif du sujet. Et donc, c'est ça qui est trop génial avec l'UT de Lannion, c'est que on avait beaucoup d'heures de cours par semaine. On était à 39, hein, mais on avait énormément de théorie, donc bah, tout ce que normalement on apprend en licence, donc beaucoup d'économie, de sociologie. On avait, enfin, vraiment le mindset de l'UT de Lannion, c'était déconstruire les stéréotypes. Vraiment, ils voulaient qu'on déconstruise notre cerveau au maximum pour être enfin, et elle nous disait, parce qu'on avait surtout des femmes en directrice de promo, elle nous disait il faut être capable de reconnaître tous ces stéréotypes parce que vous allez raconter la société aux gens en fait, et vous pouvez pas raconter la société si vous partez biaisé. C'est pas possible de pas avoir de stéréotypes, mais c'est possible de connaître les stéréotypes qu'on porte. Donc c'était vraiment ça la ligne directrice de l'UT de Lannion. Et ce qui est génial, c'est que du coup on est arrivé à 18 ans, juste après bac, donc on avait tout à apprendre. Et c'était vraiment une expérience géniale. Après, moi, j'ai fait 3 ans parce que j'ai fait DUT plus licence professionnelle. Parce que sortir à 20 ans, je trouvais ça un peu genou. Mais du coup, dès 18 ans, on avait des stages. À 18 ans, j'étais au Parisien. Et, euh, et on avait beaucoup de cours professionnels aussi. Donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de cours dans la semaine. C'est qu'on avait une grosse partie théorique, une grosse partie pratique. Alors que dans les masters de journalisme, il n'y a que la partie pratique parce qu'ils partent du principe que normalement, on a tout appris en licence. Bon, il y a quelques cours de déontologie, éthique, etc. Mais voilà, c'est beaucoup moins dense que nous, parce que bah, voilà, on était tout jeunes. Après, il y en a plein qui disaient oui, mais du coup, vous arrivez sur, entre guillemets, le marché du travail à 20-21 ans, c'est tout jeune, vous connaissez rien de la vie. Bah, au contraire, en fait, du coup, on a plus le temps d'apprendre les choses. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, à 20 ans, 21 ans, on était peut-être des bébés par rapport aux autres sortants de promo. Des bébés. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir le temps de faire un master. Et puis surtout, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et il y en a, ils sortent d'école de journalisme à 24 ans. Alors que moi, ça fait déjà
3 ans que je suis diplômée et 3 ans que j'expérimente le journalisme, parce que j'étais journaliste à côté du master que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je suis trop contente de l'UT de Lannion, parce que il y avait une diversité sociale qu'on ne retrouve pas ou peu dans les autres écoles de journalisme, même si ça tend à évoluer, etc. C'était une école gratuite, hein, un DUT, forcément c'est gratuit. C'était dans une petite ville au bord de la mer où les loyers sont à 200 euros. Enfin voilà, moi j'ai adoré l'UT de Lannion parce qu'il y avait vraiment ce truc de... Enfin par exemple, au concours, enfin au concours, c'était même pas un concours du coup, mais pour entrer à l'école de journalisme, il n'y avait pas de test de culture générale. Et ça, c'est un gros choix politique de ne pas faire de test de culture générale, parce que la culture générale est un des plus gros déterminants sociaux, en fait. Et du coup, c'était une discussion sur pourquoi on voulait être journaliste, sur qu'est-ce qui nous avait marqué dans l'actualité récemment. Enfin, il y avait quand même une première sélection par rapport aux notes, aux dossiers et tout, mais franchement, l'entretien, parce que j'ai passé des entretiens pour d'autres écoles, c'est l'entretien le plus safe que j'ai eu, quoi. Enfin, et là-bas, il n'y a jamais eu vraiment de mépris de classe ou trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment, on venait de partout. Et enfin, moi, je suis arrivée en école de journalisme. Par exemple, on disait, alors vous connaissez le monde diplomatique? Mais je connaissais pas du tout. Moi, je disais, oui, oui, je faisais semblant, mais je ne connaissais pas du tout. Je savais même pas que c'était un journal et tout. Et quand ils ont compris que certains d'entre nous, on était bêtes, quoi. Enfin, c'est pas de la bêtise, mais pour l'élite ou pour la culture dominante, on était bêtes. Et ben, il n'y a pas eu de, ah ouais, non, mais la honte. Enfin, non, c'était, bah ok, c'est pas grave, on va t'apprendre, quoi. Donc, c'est ça qui était vraiment cool à lutter de l'année. Ok. En tout cas, tu donnes envie, t'en parles bien. T'as réveillé Et des velléités bretonnes, évidemment, dans le chat. Ah, Ils ont Bah dit Côte forcément, d'Armor. je vous Voilà, aime trop les Bretons, elles mon sont cœur partout. restera breton. Mais non, du coup, c'est intéressant parce que on a quand même l'impression qu'il y a une différence entre l'IUT de Lannion, peut-être l'IUT de Cannes aussi, je ne sais pas, et les autres grandes écoles reconnues, que ce soit Lille, Paris, Strasbourg, etc. On a quand même l'impression dans ton discours qu'il y a des grosses différences en termes à la fois de sélection, tu l'as dit, peut-être un peu de diversité. Et du coup, est-ce que tu as aussi un regard critique envers les grandes écoles, reconnues aussi comme la tienne, mais qui n'ont pas forcément les mêmes manières de concevoir la profession, la même manière de concevoir la formation en journalisme? Qu'est-ce que tu penses de ces écoles-là? Parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur le formatage. Voilà, ils et elles sont tous et toutes pareils, ils sortent des mêmes milieux sociaux. Voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de tes confrères et de tes consoeurs qui sortent des grandes écoles reconnues? Je trouve que ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression que Sciences Po Paris s'ouvre quand même pas mal à toutes les classes sociales, parce qu'il y a le système de bourse, etc. Le SJ Lille, enfin, ils ont la prépa égalité des chances là. Bon, bah, voilà. Bon, bref, on va pas rentrer dans la société de l'égalité des chances. Mais il y a des écoles qui font du bon travail. Et je crois qu'à Bordeaux, alors c'est l'IPJ ou l'IPJ, je crois, avec Pascal Colisson, ils font du beau travail sur l'égalité homme-femme, etc. J'en ai entendu pas. Enfin, voilà. Il y a des écoles plus copines que d'autres, quoi. Mais c'est un vrai sujet, en fait. C'est un vrai sujet de la sélection sociale dans les. C'est pas, oh non, on prend que les riches. C'est pas volontaire comme ça. C'est pas aussi conscient que ça. C'est déjà que pour arriver au master, c'est une première sélection sociale, déjà. Et ensuite, les concours, s'il y a un test de culture générale ou qu'on vous dit est-ce que vous avez lu le dernier livre de machin, bah ouais, c'est déjà une sélection sociale. Donc, et puis, il y a beaucoup d'écoles aussi qui sont payantes. Donc ça, c'est une autre sélection encore. Donc oui, il y a une critique à faire aujourd'hui, mais pas que sur les écoles de journalisme, hein, sur les grandes écoles qui forment l'élite de notre société. Et en fait, pour le journalisme, moi, ça me dérange particulièrement, enfin aussi pour la politique, mais pour le journalisme, ça me dérange particulièrement, parce que, comme je disais tout à l'heure, les journalistes, c'est des gens qui, normalement, sont faits pour vous raconter la société. Et si c'est toujours les mêmes yeux, les mêmes voix, les mêmes regards sur la société, bah, en fait, c'est pas possible de dépeindre la société que par les mêmes gens, qui voient les mêmes gens et qui ont les mêmes réflexes sociaux. C'est pas possible. Je dis pas que faut arrêter les riches dans l'école, ou les riches et ou les cultiver dans les écoles, dans le métier. C'est juste qu'il faut, en fait, vu qu'on veut raconter la société, il faut que toute la société soit journaliste, en fait. Et c'est en fait aux médias, c'est ça que je retrouve, c'est qu'on vient de, enfin, il n'y a pas une personne qui a le même parcours. On est tous tellement différents, de continents différents, d'opinions différentes. Alors tous et toutes engagés pour les luttes sociales, bien évidemment, mais on est tellement tous et toutes différents en médias que j'ai jamais autant appris humainement que depuis que je suis journaliste ici. Parce que c'est ce qu'il faut en fait. Quand une rédaction est remplie de personnes blanches ou de mecs, enfin c'est pas possible parce qu'ils vont proposer un sujet, il y a personne qui va dire ouais mais là tu oublies ça parce que en fait ils peuvent pas le savoir parce qu'ils l'ont pas vécu.
Donc, c'est pas de la méchanceté de leur part. Bon, après, ils sont normalement assez cultivés pour être conscients de leurs privilèges, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, c'est pour ça que je parlais d'intelligence collective tout à l'heure, c'est parce que je pense sincèrement qu'une rédaction et un média, parce qu'on ne parle pas que de la rédaction, il y a les intermittents, les monteurs, le community management, l'administratif, etc., doit être composé de tout ce qui fait notre société, toutes les personnes qui font notre société. Et donc, oui, les écoles de journalisme peuvent avoir une reproduction sociale qui tend à évoluer dans le bon sens, j'ai l'impression vraiment. Donc, c'est tant mieux. Mais il y a encore ce truc-là auquel sur lequel il faut lutter. Mais j'ai l'impression que quand même notre génération a de plus en plus accès aux études supérieures, enfin bon, moi, à l'époque d'APB, et surtout, c'est même pas de l'accès en mode s'il n'y a pas accès, c'est plus dire aux ados, c'est pour ça que je vais faire beaucoup d'éducation média, c'est dire aux ados des Cambrousse ou des quartiers, de leur dire mais vous avez le droit d'être journaliste en fait, genre ça existe, ils sont pas juste à la télé, vous aussi vous pouvez le faire. Et moi si on m'avait pas dit quand j'étais ado, toi aussi tu peux être journaliste, mais jamais de la vie j'aurais tenté une école de journalisme en fait. Donc il y a même pas, c'est même pas la société enfin il y a aussi beaucoup d'autocensure ou d'auto-blocage sur ce genre de métier. Moi, quand j'étais ado, je pensais pas qu'on pouvait devenir avocat ou c'est des trucs qu'on voyait dans les séries, quoi. Et donc il y a ça aussi. Le travail, il se fait dans les deux sens. Mais oui, il y a une critique totalement à faire sur les écoles de journalisme. Je voulais aussi quand même rappeler qu'il y a effectivement 14 écoles reconnues par la profession, mais il y a d'autres formations journalistes qui existent. J'en parle en connaissance de Totalement. cause. Moi, j'ai fait un master à la fac de journalisme à Lyon 2. Et bon, je fais une toute petite aparté, mais en fait, nos profs nous ont expliqué que eux, enfin, elles et eux avaient fait un choix conscient de ne pas demander la reconnaissance par la profession, que sûrement ça leur fermerait des portes. Voilà, il y avait sûrement des désavantages, mais ils avaient envie de proposer aussi une formation un peu différente. Comme je disais, c'est pour ça un peu que je me retrouve aussi dans l'UT de Lannion. On a eu beaucoup de cours de sociologie, d'essayer de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, d'où on vient, etc. Et voilà, je pense que c'est effectivement très important. Alors, j'essaye de reprendre le fil de mes questions. J'en suis où? Oui, c'est vrai, c'est Marcel qui faisait penser à ça. Et d'ailleurs, tu as commencé, à en parler. Mais le média, j'ai aussi un peu l'impression que c'est une occasion d'être mis devant la caméra, d'être mis sur Internet très jeune. Toi, tu disais, tu as 24 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup Ouais, de j'ai 24. journalistes de 24 ans qui ont comme ça l'occasion de traiter tous ces sujets-là, d'être devant la caméra, de parler, d'expliquer plein de choses. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup de pression sur tes épaules? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de pression sur mes épaules parce que je trouve enfin, il y a quand même un cadre bienveillant. Et si demain je dis non, mais là, enfin, j'ai pas envie de passer à la caméra parce que il y a trop de commentaires ou des choses comme ça, on me dira bah ok, pas de souci, enfin, on va en discuter quoi. Par exemple, quand j'avais fait une chronique sur l'affaire autour d'Adria Quatennens, euh, en termes de retour, ça a été très compliqué de tous les bords, hein. Ça a été très compliqué, c'était très misogyne, c'était assez violent. Et après, j'ai dit à ma rédaction, bah, sur les violences sexuelles, je vais faire une pause. Et ils m'ont dit, bah, pas de souci. Enfin, donc, sur la pression, pas tant. Après, sur passer devant la caméra, peut-être que du coup, on peut plus avoir accès à ça aux médias, puisqu'on est moins, que c'est plus libre et qu'on n'est pas dans le formatage, du coup, des grands médias. Mais après, comment exprimer ma pensée? C'est pas un but en soi, en fait, de passer devant la caméra. Moi, je m'en fiche un peu, sincèrement. Ce qui compte, c'est vraiment le sujet sur lequel on parle. Donc, enfin, le média nous fait accès jeune à des responsabilités, ça c'est vrai, mais des responsabilités qu'on voit pas en fait, parce que pour moi, ma plus grosse responsabilité, c'est pas du tout la caméra. C'est vraiment les choix que je fais, les enquêtes que je fais. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, forcément, mais la liberté de ton et la liberté des sujets. Donc, pour moi, la plus grosse responsabilité qu'on m'a donnée, elle est là. Et bien sûr aussi le fait que je suis chef d'édition de temps en temps des émissions, ça c'est une grosse responsabilité. Donc oui, on a accès plus jeune à des responsabilités, mais par contre, pour moi, c'est pas lié à passer devant la caméra. Parce que pour moi, c'est un non-sujet, quoi. Mais oui, c'est une chance, je pense, d'avoir accès à autant de choses aussi jeunes. Ça nous forme énormément. Après, je trouve qu'on est quand même pas mal chaperonné.
Mais ça change un peu l'ordre établi, c'est vrai. Et tu parlais tout à l'heure de formatage dans les écoles de journalisme. Alors, j'irai pas jusque-là, je trouve. C'est pas forcément un formatage pareil conscient, on va apprendre ça aux gens, c'est plus il y a un marché du travail quand vous sortez de l'école. TF1, France 2, Radio France veulent des gens qui savent faire un reportage 1 minute 10, une chronique de 50 secondes, parce que ils veulent des gens prêts. Nous, on l'a appris à l'UT de Lannion, on a été il y a en 4 heures à faire un reportage 1 minute 10, donc on l'a connu. Mais à l'UT de Lannion, on nous a appris à faire des documentaires, des machins, et à lutter contre le mainstream de ces reportages 1 minute 10, mais qui doivent exister. Je ne dis pas qu'ils doivent mourir, je dis que tout le monde doit coexister et que pour l'instant, l'enquête au long cours et où les magazines et où les émissions de fond ont tendance à disparaître et c'est dommage. Mais c'est pour ça que moi j'adore le service public parce que je trouve qu'ils maintiennent un peu ça quand même après la redevance. Bref. Et du coup, sur la question principale, c'est horrible, je ne suis pas du tout une bonne cliente, je me rends compte. Si, au contraire. On apprend des trucs, t'inquiète. C'était quoi la question de base déjà ? Je sais plus du coup non plus. C'était sur les responsabilités, non mais c'était sur la question aussi de dire que sur les responsabilités, j'ai répondu. Le média c'est aussi les figures des personnes qu'on voit sur le média sont des personnes qui sont quand même assez jeunes. J'ai l'impression que les journalistes qui travaillent aux médias sont dans l'ensemble assez jeunes. Voilà, c'est quand même moi quand je regardais ça, je me disais oui, quand on allume la télé, quand on écoute une émission de radio, la moyenne d'âge sur le plateau n'est pas tout à fait la même que la vôtre. Voilà, c'est ce que je me disais. Et c'est pour ça que d'où la réflexion de dire c'était aussi cool d'avoir ces visages-là et de donner la chance à des gens qui n'ont pas 20 ans de carrière avant de pouvoir parler dans un micro, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est un média plutôt jeune, ouais, c'est vrai. Parce que ils recrutent déjà, contrairement aux autres médias. Et puis, j'ai l'impression que notre génération veut faire du journalisme, essaye. Enfin, il y a une bonne partie qui veut faire du journalisme autrement et qui en peut plus des cases et des codes sociaux. De toute façon, dans tous les cas, on nous a appris depuis jeune qu'on n'aurait jamais de CDI et puis qu'il va y avoir un tsunami à 35 ans. Donc, on s'est dit, autant se lancer dans une aventure un peu folle et risquée, mais de tenter les médias indés, quoi. Super. Je sais pas si tu as d'autres questions, Marcel, ou s'il y a des questions dans le chat. Oui, je sais pas si vous avez des questions sur le chat, ouais. Ouais, parce que je me dis qu'on a quand même bien balayé ce qu'est le média, qui tu es toi, comment tu conçois le travail et tout. Et on rappelle quand même que si on est sur ce stream, c'est pour parler du mouvement contre la réforme des retraites et du coup avec toi pour parler du traitement médiatique de la réforme des retraites. Du coup voilà, je propose qu'on avance un petit peu et qu'on rentre là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Marcel. Ouais, complètement, vas-y, on fonce. Allez, est-ce qu'on commence par diffuser des extraits ? Est-ce que je commence par poser des questions ? Comment on s'organise ? Tu veux diffuser un premier extrait ? On peut diffuser le premier extrait que tu m'avais dit là. Tu l'avais timé 24-14 exprès ou ? Ah non, pas du tout. En fait, j'ai pris le Toujours debout de. Alors attends, je sais plus quand c'était. Le lendemain Voilà, du 7 février. Donc le lendemain ou le soir de la grosse manif de mardi. Et je trouvais parce que évidemment je trouvais cette émission intéressante puisqu'elle traitait le mouvement contre la réforme des retraites, et puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de profils différents, vous passiez beaucoup de temps avec les gens, comparé à d'autres sujets dans d'autres médias plus tradis, voilà, vous prenez le temps, vous faites quasiment 1 heure d'émission uniquement là-dessus avec des gens directement concernés par le truc. J'avais bien aimé la fin de la deuxième partie avec le sujet sur le blocage du lycée là. Mm-hmm. Donc c'est qui ? C'est quand Maëlys Non, c'est avant. Il y a une première partie avant. Ouais, voilà, par début. là. Ah oui, là. Voilà. Ok. Voilà, ouais, ça doit être par là. Je vais mettre là alors. Ok. Alors attendez, hop, on va diffuser ça. Hop. On vous diffuse ça. On l'écoute ensemble. Vous allez pouvoir le voir. Si je fais ça comme ça. Voilà, parfait. Et c'est parti. Selon la Voix lycéenne, 150 lycées sont bloqués dans toute la France. Notre camarade et collègue Nicolas Maillard était sur le terrain très tôt ce matin pour suivre le mouvement lycéen en grève. Aujourd'hui, c'est 64 ans. Demain, ça sera plus. Tout ça pour un possible déficit qui arrivera dans l'avenir. Et l'écologie, on fait quoi ? On est là pour bloquer le lycée. C'est donc le 3e jour de mobilisation de grève. Et
c'est la première fois qu'on bloque le lycée dans les 3, on a réussi. On nous dit à chaque fois que la jeunesse n'est pas assez politisée, qu'on n'a pas nos cartes du PS, alors que tout le monde en 70 ou 80, ils avaient tous politisé. Et en fait, dès qu'on s'y intéresse un minimum, nous on nous tape sur la gueule et on nous dit d'aller travailler. Donc en fait, travailler pourquoi surtout? Je suis étudiant par le 4, militant NPA Jeune, et j'ai en soutien au blocus des lycéens. Cette réforme est vraiment dégueulasse, nous demander à nous de payer la crise, de faire des économies. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, il faut que la jeunesse, il faut que le monde du travail, les retraités, l'ensemble de la population qui vit de son travail, elle se rend compte que c'est une grave attaque que nous fait la bourgeoisie, et qu'il faut se mobiliser contre, et pas juste suivre le calendrier de l'intersyndicale. Voilà, alors hop, je vous remets, tac. Donc voilà, on a vu cet extrait-là où c'est des prises de parole, de manifs, de blocages, de lycées qui en plus sont des blocages qui... Bon, celui-là, ça avait l'air d'aller, mais qui sont beaucoup réprimés par la police. On le rappelle, on avait une discussion très intéressante hier sur la différence qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années à bloquer des lycées et aujourd'hui. T'avais une question là-dessus, Tuyo, sur cet extrait-là particulier ou tu... Sur cet extrait-là, pas forcément, mais en fait, comme on pouvait pas regarder toute l'émission, en fait, je trouvais ça assez révélateur de, voilà, vous passez quand même 3-4 minutes avec des lycéens, des lycéennes. Plus tard dans l'émission, il y a des infirmiers, des infirmières, il y a des cheminots, je crois, il y a une animatrice en EHPAD. Enfin, voilà, il y a beaucoup de profils différents, et je trouvais ça intéressant de voir que, voilà, vous prenez le temps de parler de ça. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant, et je crois que c'est dans cette même émission là que tu dis à un moment donné, on est le média des luttes, et je trouve que c'est une expression intéressante qui peut vouloir dire plein de choses, mais du coup je me demandais, le média des luttes, pourquoi, comment est-ce que vous traitez ces luttes, et c'est quoi les différences de votre traitement par rapport à des médias plus tradis? Waouh, ok, vous avez 4 heures là. Alors, il reste 1h15, donc t'as encore un peu le temps quand même. non, mais en gros, moi je dis le média des luttes parce que, comment dire, avant j'étais à Radio Parleur qui était le son de toutes les luttes. Et une fois je suis arrivée ici, je dis ouais, de toute façon, Radio Parleur c'est le média des luttes. Et là, il y a un membre du directoire qui me fait, Bertrand il s'appelle, il fait non, le média c'est le média des luttes. Et c'est pour ça depuis je garde l'expression, mais en fait on est le média des luttes, pourquoi? Parce que on a le temps et le luxe d'aller, et parce qu'on a fait ce choix-là, d'aller au cœur des luttes et de les expliquer. Et c'est pas 30 secondes dans un JT de Madame Machin veut plus de salaire. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, bon, la retraite, il y a quand même une opinion majoritairement contre, mais toutes les luttes n'ont pas une grosse opinion contre. En fait, notre but, c'est de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Et donc, avec toujours la rigueur journalistique, etc., mais de donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Ces gens-là, on ne les entend pas dans les médias mainstream, ou très peu. Donc nous, on fait le choix de les mettre en avant, leurs paroles en avant. En fait, le média, c'est un peu c'est pas un contre-média, mais c'est un média pour faire différemment. Et donc, oui, on va quand même passer la parole gouvernementale, etc., pour décrypter ce qu'elle dit. Et là, il y a beaucoup de choses à décrypter. Moi, j'ai bien bossé sur les retraites, je vous promets. Mais on va pas donner la parole à eux pendant 45 minutes et 5 minutes aux manifestants. Non, en fait, parce que c'est ce qui se fait. Enfin, c'est plutôt 50-50 sur les plateaux mainstream. Après, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même bateau. Comme je dis, moi, j'aime beaucoup le service public. J'aime beaucoup C'est ce soir, etc. Ils font des belles émissions. Mais voilà, nous, notre but, c'est de dire on est le média des luttes parce qu'on va sur le terrain, on donne la parole aux gens, on les écoute et on crée du débat. Et on essaye avec nos petits moyens et voilà d'élever le débat et de dire, enfin ces gens-là en fait c'est eux qui font le pays. Donc pourquoi on les entend jamais? Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend autant de temps. Puis c'est notre ligne éditoriale que de passer du temps sur les luttes. Voilà. Par exemple, BFM Business, c'est de parler de la finance. Et bien nous, c'est de parler des luttes, de ceux qui la font et pourquoi ils la font. Alors qu'il y a une camarade ou un camarade qui a donné 100 balles, donc on le remercie bien évidemment, 100 balles, merci beaucoup pour le don, merci. Ça fait grave plaisir, merci à toi camarade. J'avais une question là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de médias, enfin, vous n'êtes pas le seul média à dire on donne la voix aux gens qui ne l'ont pas, etc. Tu parlais de Radio Parleur, et en plus Radio Parleur, on les a eu en interview la semaine dernière, à peu près sur le même format, donc c'était très intéressant de les avoir aussi. Sur cette question de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, comment on fait, parce qu'il y a le discours qui est autour de ça, et comment on fait en tant que journaliste pour aller chercher,
Parce que c'est ça la difficulté quand on est journaliste aussi, c'est de se dire, c'est de se dire comment on fait pour accéder à une parole qui n'est pas une parole qu'on entend beaucoup dans les médias. Donc comment on trouve des gens, comment on accepte que les gens nous fassent confiance pour parler, hein, parce qu'il y a tout un mouvement de défiance aussi envers les médias de certaines personnes, et c'est assez compréhensible vu ce qu'on fait de leurs paroles. Bref, comment on construit, et là je pense que c'est plus... de ton point de vue de journaliste, je pense c'est important, mais tu dois aussi être dans une aura tu travailles dans l'aura du média, donc du coup tu te présentes en tant que le média, je suppose, quand tu fais les interviews. Voilà. Comment vous faites pour accéder à des gens qui parlent moins que d'autres? Alors, ça passe par plusieurs choses. Moi, il y a beaucoup de sujets que je fais qui sont dans ma région où j'ai grandi, donc dans le Poitou-Charentes. Et du coup, c'est des gens qui me parlent en fait de leur quotidien en tant qu'humain. Et après, je leur dis, mais ce serait cool quand même qu'on parle de toi, de ce que tu es en train de porter, etc. Donc, moi, je fais beaucoup de lutte locale. Et à force, les gens savent que je suis journaliste et que j'essaye d'être bienveillante avec eux et de ne pas les coincer. Et qu'ils ont le temps de parler, etc. Et qu'ils vont pas, que je vais pas dire, regardez, il y a une grève, ils cassent tout, nanana, ils sont chiants. Qu'on va aller sur le fond de leur lutte. Donc c'est au fil du temps. Au tout début, il fallait quand même que je fasse mes preuves et tout. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens te font confiance quand ils regardent tes sujets. Quand je viens avec l'étiquette Le Média, il y a deux réactions. Il n'y a pas peut-être. C'est soit oui, ah trop bien, merci de parler de nous, on sait que vous faites du bon travail et tout, soit oh non, non, la France Insoumise et tout, alors qu'on n'est plus à la France. Enfin, il n'y a plus la France Insoumise depuis 4 ans, mais il y a encore ce truc de réputation. Donc voilà, mais souvent quand même dans les luttes, c'est ah ouais, le média, trop bien, un média copain quoi. Copain dans le sens où on va pas les trahir. On va dire la vérité. Si demain il y a une lutte et que le directeur dit ah bah moi je veux bien leur donner leur donner 3 000 euros par mois, je le dirai, quoi. Je ne vais pas dire oh non, non. Et puis les syndicats aussi le diraient de toute façon. Mais voilà, un média copain dans le sens où on ne va pas trahir votre récit. C'est plus ça. Quand j'entends média copain, c'est ce que j'entends. Pas qu'on va militer à vos côtés, mais plus qu'on va raconter votre lutte sans la trahir et en prenant le temps d'expliquer. Donc pour trouver ces gens-là, après, pour trouver des histoires un peu plus rares où les gens parlent très peu, je pense là par exemple au reportage sur Fernande qui est Je voulais en passer un agente de extrait. nettoyage dans les gares SNCF. Voilà, c'est un reportage que j'ai réalisé avec évidemment plein d'autres collègues, donc André, Bérénice, etc. Cette personne-là, c'est Théophile, le rédacteur en chef du média, qui m'a dit écoute, j'ai entendu parler de Fernande. Elle a posté une vidéo sur Twitter en racontant par rapport à la réforme des retraites et tout. Faudrait qu'on l'appelle et faire un reportage immersif avec elle et tout, parce que moi j'avais déjà fait des reportages immersifs et du coup on y est allé. Donc des fois c'est des hasards. Et puis surtout, c'est à force d'en faire, les gens aussi nous contactent. Hein. Moi, il y a quelques jours, j'ai fait un sujet sur la grève des femmes de ménage de la centrale nucléaire de Civaux à côté de Poitiers. Et c'est quelqu'un de ma ville qui sait que je suis journaliste et qui m'a envoyé un message en me disant écoute, je vois tes trucs passer sur Facebook, je sais que tu es un média qui est proche des luttes, je te parle de ça. Donc je pense qu'aussi, à force de notre travail, les gens voient qu'on se penche sur les luttes et du coup, ils ont envie de nous parler à nous. Et ça, c'est vraiment flatteur. Ça veut dire qu'on ne trahit pas le récit des gens. Et pourtant, on n'est pas toujours d'accord. Il y a plein de fois où, surtout sur les partis politiques, où on montre, même à gauche, qu'on montre leurs manœuvres, leurs mensonges, ce qui peut se passer de mal dans les partis politiques de gauche. Et puis, j'ai l'impression que même les militants de gauche nous en tiennent par rigueur parce qu'ils se disent ils font leur taf et voilà. Donc, comment on trouve les gens j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus naturel qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, je bataillais pour avoir des gens. Mais maintenant, ça va mieux. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me contactent. Et pour trouver vraiment des histoires personnelles, c'est comme je dis, moi, je débranche jamais. En fait, si je suis au bar ou au café et que j'entends à côté de moi quelqu'un qui va raconter un truc de fou, je vais dire, mais vous voulez pas le raconter, ça? Parce que les gens ont besoin de le savoir. Donc, en fait, une fois, j'ai couru après un postier parce que je voulais qu'il me raconte sa journée de postier, quoi. Donc, c'est un peu ça. On en trouve un peu partout. En fait, il faut juste sortir du bureau. Si je peux donner des conseils aux journalistes de certaines télés ou certains journaux, qu'ils se baladent, qu'ils aillent en France. Et les sujets, franchement, se trouvent assez facilement.
Je profite comme alors qu'on a un nouveau raid. Merci beaucoup le fils de pub pour ton raid. Merci à toi et bienvenue à toutes et à tous qui rejoignent ce stream. On fait une interview avec Tuyau qui est à gauche, de Lisa Lap qui est à droite mais juste sur la caméra, qui n'est pas de voilà, qui est journaliste aux médias. Le média, et dont je propose qu'on regarde un autre extrait. Tu as parlé de ce reportage sur Fernande, Fernande Bagou, que vous avez interviewé et suivi. Je voulais en regarder 1 minute ou 1 minute 30 pour que les gens puissent voir de ce dont tu as parlé. Ça tombe bien, nous on voulait le passer. Et puis aussi peut-être discuter un peu de comment ça se passe, qui est derrière, combien vous êtes. Enfin, on pourra discuter de ça après. Comment ça se déroule un reportage, la construction d'un reportage chez vous. Alors je vous le partage à vous. Hop, ici. Et du coup, je le partage. La régie est au top, hein, je vous le dis. Transition, et c'est parti. Je m'appelle Madame Bagou Fernande. Je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la capitale. J'ai 62 ans, bientôt 63 ans en avril. Je suis mariée, mère de 6 enfants, grand-mère. Donc voilà. Et je travaille aussi dans une entreprise honnête qui est en sous-traitance avec la SNCF. Ah là là, ça va chauffer. Hein. Oh, c'est difficile, mais bon, on n'a pas le choix, il faut travailler. Donc, je mets mon réveil, qui me réveille toujours à 3h30. Bon, des fois, j'ai du mal à me lever, j'attends 5 minutes, après je me lève, je me prépare, puis après je marche à pied parce que j'ai 5 minutes pour aller à l'arrêt. Puis après, je prends mon bus à 30 et je vais à Cœur-Cachon pour prendre le train pour la gare du Nord. Et de la gare du Nord, je prends le train sur mon lieu de travail. Ok, attention, hein. Presque toutes ces femmes avec lesquelles on est descendu, on se connaît à force de se rencontrer les matins, on se connaît. Ah, j'ai des collègues de travail, mais le problème c'est qu'on n'est pas sur les mêmes gares. Moi, je suis tout seul dans mes gares. Maintenant, pour voir mes collègues, quand on a une réunion, on se regroupe pour faire une réunion, on se voit. Comme je suis délégué du personnel, j'ai été élu, je me suis présenté. Dès le départ, moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Alors, on va arrêter là, je reviens sur vous. Le reportage dure 7 minutes 50. On la suit donc aller, vous avez dû la rejoindre, je suppose, quelque part pas très loin de chez elle pour ensuite l'accompagner jusqu'à son lieu de travail. Et elle parle donc des difficultés de son travail, de son rapport à la réforme des retraites, et c'est ce qu'elle commençait à aborder, du fait qu'elle est elle-même syndiquée et qu'elle apprend au fur et à mesure de son syndicat, enfin de ses activités syndicales, le droit, etc., et qu'elle porte une voix. Je me disais, comment ça se passe là sur un reportage comme ça? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que tu vas toute seule en tant que journaliste est-ce que c'est quelque chose que tu vois, est-ce que c'est un sujet que tu décides tout seul et tu es un peu solo sur le projet? Est-ce que vous faites ça à plusieurs? Comment ça se passe un peu aux médias quand vous faites un reportage? Parce que je trouve que, et je te dis le fond de ma question, je trouve que l'implication et le contexte technique, etc., dans lequel se fait un reportage va aussi beaucoup jouer sur la qualité de celui-ci. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Oui, alors en gros, ce qui s'est passé pour le reportage avec Fernande, comme je disais, c'est Théophile, donc le rédacteur en chef, qui m'a proposé le sujet, parce qu'en fait, je disais, enfin, on avait dit tous les deux qu'il faudrait qu'on fasse des reportages immersifs de parcours de gens qui montrent la société, en fait, hein, tout simplement. Des Fernandes, il y en a plein, il y en a beaucoup en France. Et du coup, le lundi, Théophile m'a dit, bon, j'ai trouvé le numéro de Fernande, appelle-la, il faut absolument que tu fasses le sujet. Donc, j'ai appelé et elle était dispo le mercredi matin. On a fait ça un mercredi matin. Et le mercredi soir, il y avait l'émission sur les femmes du lien par rapport à la réforme des retraites, etc., où on invitait Rachel Keke, donc députée qui était femme de ménage, etc.
qui a évidemment, c'était la figure avec ses camarades de la lutte dans l'hôtel Ibis pour revendiquer leurs droits. Et du coup, elle était dispo le mercredi matin et on devait rendre le reportage le mercredi soir. Et là, en fait, j'ai jamais vu un aussi gros travail d'équipe. Enfin, c'était incroyable. En fait, je suis partie avec André Manivit, qui est journaliste reporter d'images. Donc, c'est lui qui a fait les super belles images, c'est lui qui tenait la caméra. Et moi, j'étais rédactrice du sujet. Donc, j'ai appelé Fernande, on a calé l'interview. Je posais les questions, j'avais mon fil dans la tête. Et surtout, je devais avoir un fil très bien construit parce qu'après, on avait très peu d'heures de montage. Donc, on a rencontré Fernande, une rencontre, enfin, je m'attendais pas à ça, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée. C'est une leçon, hein, clairement, Fernande. Il faisait tellement froid sur le quai de la gare, etc. Nous, on était gelés. Je disais avec André, je dis, mais on peut pas être gelé, en fait. T'as fait ça tous les jours, donc on n'est pas gelé, en fait. Donc voilà. Et puis après, on est rentré. Donc on est parti vers 5 h du matin et on est rentré vers 9 h 30 au bureau. Donc on a passé la moitié de sa journée avec elle parce qu'elle finit vers midi 13 h. Et puis, et là, et là, une magicienne est arrivée. Elle s'appelle Bérénice Sévestre. Elle est monteuse aux médias. Et elle a été incroyable. Elle a compris direct ce que je voulais. Et elle a monté d'une rapidité sans trahir le propos pour l'avoir prêt pour le soir. Et du coup, on était tous les trois dans un petit box de montage jusqu'à 17 h. Et à 17 h, Théophile est venu regarder le sujet. Il était trop content. Et puis, s'en est fait une course parce qu'après, il y a l'ingé son Malo on lui a monté le reportage pour qu'il fasse le mixage son et il devait être prêt à 18 h 30. Et après, ils ont envoyé le reportage à 18 h au chef d'édition Nicolas, qui l'ont exporté parce que l'export pour le passer à l'antenne est lourd aussi. Donc voilà, c'était un enchaînement de travail d'équipe qui a permis la sortie de ce reportage rapidement sans en détruire la qualité. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce truc-là. Bah, déjà, c'est cool que ça soit fait sur un temps aussi court parce que du coup, ça te permet de décrire un peu toute la chaîne du reportage, c'est-à-dire il y a l'idée, on trouve la personne qu'on veut interviewer, on trouve un peu le format du reportage, la suivre sur son lieu de travail, on y va et puis après il y a ce moment que les personnes qui connaissent peut-être moins bien le monde du journalisme n'ont pas forcément conscience, c'est que quand on fait de la radio ou de la vidéo, on va avoir ce moment de montage où généralement, et c'est je pense le meilleur format, des journalistes vont être avec des personnes, des monteurs, monteuses, des personnes plus à la technique pour discuter. Et justement, tu disais, elle a réussi à monter rapidement sans trahir mon propos. Il y a toujours des échanges entre les équipes techniques et les journalistes là-dessus, parce que les techniciens, techniciennes, au final, font aussi le sujet en faisant le montage. On connaît l'importance du montage, de l'ordre, etc. On peut peut-être revenir aussi sur la musique, le choix des musiques, etc. Comment ça se passe, ces discussions-là, peut-être plus précisément, quand tu es sur un sujet comme celui-ci? Alors, en fait, donc j'ai débarqué avec les images et j'ai dit, en fait, il y a des séquences quand on monte un reportage vidéo. Donc, il y avait la séquence chez elle, la séquence voyage, et la séquence à la gare. Donc déjà, il y a ces trois choses-là. Ensuite, comme je disais, j'avais construit l'interview pour que ça soit monté chronologiquement et qu'on n'ait pas besoin de faire des allers-retours, etc. Pour pas trahir le propos, tout simplement. Et puis, le choix des musiques, ça, c'est une proposition de la monteuse qui a dit, donc là, pour passer d'une séquence à l'autre, pour que les gens aient le temps de digérer l'information, pour avoir une petite pause dans le reportage, on va mettre une petite musique. Et on voulait pas faire un truc... On voulait pas faire un truc de tomber dans le pathos ou mettre du petit piano parce que c'est pas les gens peuvent comprendre que cette histoire est triste, mais en tout cas nous sur le coup on n'était pas triste du tout quoi. On était en mode Fernande a tué, on va raconter son histoire et tout. Et je pensais pas qu'il y aurait ces réactions au plateau aussi émues tellement nous on était dans le tunnel quoi. Puis surtout que nous elle nous a fait rire. Enfin c'est quand même quelqu'un qui a toujours son petit rire, qui a toujours la bonne humeur, la joie. Et du coup voilà. Et donc, on voulait vraiment pas tomber dans le pathos. Enfin, en fait, Fernande, c'est elle qui a tout fait, quoi. C'était hyper facile de faire un reportage avec elle. Donc on a juste mis une musique de transition qui est ni trop informative, ni trop pathos. C'est Bérénice, la monteuse, qui a des compétences journalistiques, qui a une formation aussi de journaliste. Donc, c'est ça aussi qui fait tout.
qui a proposé ça. J'ai dit oui, et puis on est parti. Après, il y avait André aussi avec nous, hein, le journaliste reporter d'image, qui a dit oui aussi. Donc voilà, c'était vraiment des propositions de la monteuse. Et bon, c'est une magicienne vraiment, elle m'a tellement épatée ce jour-là. Enfin, c'est pas la seule fois qu'elle m'épate, hein, mais elle est géniale. Et donc, du coup, c'est vraiment une co-construction, et c'est ça que j'ai adoré, c'est ce travail d'équipe. Donc, oui, elle m'a fait des propositions. Moi, je lui ai dit, je veux ça, ça, ça. Enfin, sur les moments interview où je lui pose des questions, je lui ai dit, je veux qu'on garde ce propos, qu'on garde ce propos, qu'on garde ce propos. Et elle a dit, OK, pas de souci, on y va. De toute façon, on avait la même chose en tête, donc on est souvent assez d'accord, elle et moi. Donc, c'était un plaisir de travailler avec elle. C'est marrant parce que tu as parlé du choix de la musique plus précisément et en fait on a regardé sur mon stream hier matin ce sujet-là parce que du coup j'avais fait le lien évidemment avec la prise de parole à l'Assemblée de Rachel Keke mardi, etc. Donc je trouvais ça intéressant de passer des témoignages. Et quand on l'a regardé, et moi quand je l'avais regardé, je trouvais justement que la musique te faisait tomber un peu dans le pathos. Et du coup j'avais parlé Ah ça. ouais. Alors après c'est tu vois toi tu l'as pas senti comme ça, mais c'est marrant que C'est tu l'aies hyper dit. intéressant d'avoir un retour. C'est super. Non, mais je trouve ça trop cool que tu l'aies dit, que vous soyez posé cette question-là au moment où vous l'avez fait, au moment où vous avez choisi la musique. Moi, je l'ai trouvé un peu, mais je demandais justement aux gens dans le chat et le chat disait non, c'est pas forcément, ça va, etc. Mais du coup, j'avais pu parler exactement de ce que tu viens de parler, c'était de dire, voilà, quand on fait un choix et quand on fait du montage et quand on fait de la vidéo, jusqu'à la musique peut tout changer. Tu peux faire le montage que tu veux, tu peux faire le sujet que tu veux, les questions que tu veux. Si à la fin tu mets une musique ultra joyeuse ou une musique ultra triste, l'émotion que tu vas transmettre via ton reportage sera complètement différent. Et c'est vrai que voilà, par exemple, quand tu filmes des gens qui sont dans des travails qu'on peut considérer difficiles, etc., c'est pas pour autant qu'ils ont une vie triste, c'est pas pour autant qu'on met une musique triste et inversement. Enfin, ouais. Donc c'est marrant que vous soyez posé la question parce que nous on s'est posé la question aussi. Donc c'est cool que tu fasses ça. Après c'était des on voulait vraiment pas tomber dans le pathos. On a essayé de choisir une musique neutre, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je sais qu'avant, moi, j'étais vraiment en radio, donc faire du montage, faire des pauses avec de la musique, etc., ça me connaît. Et du coup, c'est un gros choix éditorial, le choix de la musique. C'est pas du tout anodin, surtout dans un temps rapide. Et c'est vrai qu'en le re-regardant, j'ai dit, au moment où on a envie de chialer, c'est bien au moment où il y a la musique quand même. Après, je pense que c'est pas que à cause de la musique, c'est parce que les propos de Fernande sont très forts. Bien sûr. Et que justement, mettre une pause dans le reportage, ça permet aux gens de réfléchir. Et du coup, on a mis cette pause à ce moment-là parce qu'on voulait vraiment que les gens digèrent ce que venait de nous apprendre et nous expliquer Fernande. Et donc, il y a d'un côté la musique et d'un côté, je pense, le fait qu'on est en train de digérer ce qu'est en train de nous raconter Fernande et qu'on est en mode « Ah ouais, ok ». Le libéralisme la tue littéralement et pas que elle. Donc je pense qu'il y a des deux, mais je comprends ce que tu veux dire et du coup le retour est hyper intéressant. Et tu vois, c'est pour ça aussi qu'on est une coopérative parce que j'aime trop avoir des retours. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser là parce que je lis le chat pas mal. Il y a pas mal de sociaux qui sont dans le chat depuis tout à l'heure. Il y a des soutiens. Il y a des gens qui crient ton prénom. Enfin bon, voilà. Il y a du monde dans le chat. Ils sont assez choux et c'est cool. Tu dois aussi avoir des collègues. Je vois assez mille choses à te dire. Voilà. Il y a un comité de soutien. Il y a Corinne d'ailleurs. Je le dis parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a Corinne qui nous a donné 20 € tout à l'heure. Je vous ai pas interrompu parce que tu étais en. Corilm, ouais, donc Coril peut-être que tu connais, qui est socio aussi apparemment de la première. Je sais pas si c'est Cory, si c'est Oui, K. si, je pense que c'est lui. Ouais. C'est Cory parce que Cory c'est vraiment pareil, c'est un atout exceptionnel aux médias, c'est celui qui s'occupe de la communauté des sociaux, donc il fait le lien, il a tellement de travail, et il fait pas que ça parce qu'en fait il fait plein de choses aussi. Il gère la chaîne YouTube, la chaîne Dailymotion. C'est bien lui. Plein de choses comme ça, il aide à la communication digitale, etc. Enfin bref. Et donc du coup, pareil, il est en distanciel, du coup on doit très peu en vrai, mais pareil, c'est une cheville ouvrière du projet Le Média. Et puis bisous à Jamil aussi. Et évidemment, mon comparse dans l'information et aussi un peu les bêtises. Voilà, donc merci aussi donc à Cory pour les 20 balles qui avait mis, c'est là pour la grève, donc que vive la grève, voilà. Et on te remercie d'avoir participé à la caisse. Je vois qu'il y a un peu plus de monde. Je rappelle qu'ici, on est aussi là pour récolter des dons pour la caisse de grève, pour soutenir les grévistes pendant ce mouvement de grève qui s'annonce long. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu les dernières infos ou si vous avez vu les remontées syndicales, mais voilà, on annonce des blocages durs à partir de début mars. Donc ça va être encore long. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en grève et il ne faut pas hésiter à les soutenir c'est une façon de soutenir la grève. Mais l'autre façon, c'est aussi d'aller manifester demain si vous le pouvez, bien évidemment. Nickel.
Bon, D'ailleurs, peut-être Tuyau, peut-être vas-y, ouais. c'est le moment autopromo. J'annonce demain le Oui. Piquet a organisé un multiplex en direct de 6 lieux de manifestation, il me semble. On sera à Lyon, on sera à Paris, on sera à Grenoble et je sais plus les autres. Mais voilà, toute l'équipe du Piquet est mobilisée pour essayer de vous proposer un stream donc en début d'après-midi de 14h, je pense, à 17h, je pense, en C'est gros. ça, il me Et semble donc, que non. voilà, si vous ne pouvez pas aller manifester, si voilà, c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à suivre les manifs avec nous en direct sur le Piquet. Voilà, c'était le petit instant auto-promo. Et une question de Mac Bouture là dans le chat. Question pour toi du coup, Lisa. Comment ça se passe la grève quand on est journaliste? Évidemment, on se pose la question. Est-ce qu'on fait grève quand on est journaliste? Est-ce qu'on couvre la grève? Comment ça se passe aux médias? Comment vous en discutez? Moi, Je c'est une suppose question que que vous je en me suis. discutez quoi. Alors, il y a eu des grèves aux médias les jours de. Enfin, le dernier jour, là, il y a eu des personnes qui se sont mis en grève. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai dilemme interne. Parce que, bon, je pense pas qu'il y ait des gens pour la réforme des retraites aux médias. Moi, j'ai pas envie de trahir personne, mais je pense pas. Comme 80% des Français. Bon, bref, on va pas parler de la réforme des retraites. Je n'ai pas à vous convaitre de pourquoi c'est une ignominie, Vas-y. mais voilà, bon, moi, c'est sur des arguments Si, on économiques. est là pour les que je- convaincre, hein. Nous, on n'a pas Moi, ces problèmes. Non, mais voilà, j'aime bien. Enfin, je parle pas mal d'économie aux médias si jamais des gens suivent ce que je fais aux médias. Et du coup, j'aime bien aller sur le terrain de l'économie pour montrer à quel point cette réforme des retraites, c'est pas. Il y a une position idéologique claire hein, sur la conception du travail et tout, mais aussi économiquement, ça ne tient sur absolument rien. Et ça a le don de un petit peu me tendre. Mais du coup, la grève aux médias, c'est une vraie question parce que. D'un côté, bah, forcément, il y a des gens qui ont envie de faire grève pour s'opposer au projet. Enfin, c'est logique dans ce mouvement de grève générale. Et de l'autre, je vois pas trop ce qu'on bloquerait à faire grève aux médias. En fait, c'est que j'ai tellement envie de couvrir la grève parce que si j'étais dans un média mainstream, je ferais grève. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on a une mission à assurer aux médias quand il y a des jours de grève pour relayer justement la parole des grévistes et des manifestants et manifestantes. Du coup, je pense que je vais quand même en faire une. Après, il y a eu l'idée aussi de reverser notre journée de salaire aux caisses de grève, du coup. Donc, je pense que c'est un truc qu'on va mettre en place. Mais ouais, il y a toujours ce dilemme de. En même temps, déjà, ça me manque de faire une manif tout court. Parce que je travaille sur les manifs depuis des années. Donc, ouais, il y a cette question-là. Après, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait grève parce que j'ai trop envie de couvrir la grève. Parce qu'on est, comme je disais, on est une coopérative. Faut savoir que l'argent qu'on utilise aux médias, c'est de l'argent qui est très précieux parce que c'est pas l'argent qui vient d'un actionnaire, du patronat ou de la pub, c'est l'argent qui vient des sociaux. Et beaucoup de sociaux qui ne gagnent pas tant que ça. Hein. Les sociaux sont très souvent en SMIC, il y a même des gens au RSA qui me donnent de l'argent. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont plus d'argent qui me donnent de l'argent. Du coup, je fais très attention à comment on utilise cet argent, qui est vraiment très 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 précieux. Et bon, de toute façon, ça ne compte pas avec les journées de grève parce qu'elles ne sont pas rémunérées, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les sociaux nous font confiance. Et du coup, c'est pour ça que je ne fais pas grève. Mais je pense que si on tourne, si un tel fait grève, puis un tel fait grève, puis un tel fait grève, ça permet que tout le monde puisse utiliser son droit de grève en pleine conscience. Et qu'en même temps, on assure un service de couverture des luttes aux médias. Voilà. Donc non, pour l'instant, pas trop de grève à l'horizon pour moi parce que j'ai trop envie de couvrir la lutte et que je pense qu'on participe au combat en la couvrant même si on ne fait pas grève. Oui, puis je pense que par exemple sur nous ce qu'on fait ici sur le piquet de stream, etc. Je veux dire, j'ai jamais passé depuis que la manif, les manifs ont commencé. Je pense que j'ai jamais autant taffé que depuis ce moment-là en fait. Et aussi Ah parce mais que nous c'est ouais, voilà. voilà, je trouve ça cool de se dire aussi que bon bah voilà, sur les mouvements, quand tu fais partie des médias, quand tu parles des choses, etc. En effet, sur les mouvements, sur les moments comme ça, les mouvements, etc. Toi, t'es à l'inverse des gens, quoi. Tu vas bosser plus parce que c'est un moment où c'est important aussi de donner la parole aux gens, d'avancer, etc. Après, voilà, oui, c'est ça. Mais ça dépend comment on définit travail, tu vois, parce que je trouve que Oui. les gens qui font grève, ils sont pas payés, mais ils travaillent, en fait. Oui, on pourrait dire Parce ça. que c'est fatigant de faire grève, ils tiennent un piquet de grève, du coup, pas un piquet de stream. Une manif, c'est hyper fatigant. Maintenant, c'est dangereux aussi, faut le rappeler. Même si on n'est pas dans le cortège de tête, bah, de toute façon, même si on est dans le cortège de tête,
c'est pas normal que ce soit dangereux. Mais même si on n'est pas dans le cortège de tête, je veux dire, Gérard de la CGT qui fait tourner le barbecue avec son micro peut également, enfin pas avec le micro lui-même, mais peut également être en danger, quoi. Donc il y a ça aussi. Donc je trouve quand même que je ne sais pas si on peut considérer le fait que les gens ne travaillent pas un jour de grève. Mais oui, c'est sûr que nous, on travaille dans le sens où on fait notre travail de tous les jours. C'est une autre forme de Et militantisme. même plus. Mm. Voilà, et que quand c'est vrai que plus il y a des mobilisations, plus on travaille, quoi. Ça, c'est sûr que. Mais bon, c'est pas tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ouais. Du coup, mais la question s'est posée et il y a des gens qui se sont mis en grève à la dernière journée de grève là, et c'est hyper ok. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Je pense que c'est effectivement une discussion que tous les médias, notamment les médias de gauche, ont. Par exemple, je voyais Rue 89 Lyon là pour la dernière manif, donc mardi, qui a expliqué que c'était la première fois que la rédaction se mettait en grève et qui expliquait pourquoi, etc. Mais que c'était effectivement la première fois qu'avant, comme toi, j'imagine, il et elle étaient mobilisés pour couvrir la grève, la manif et tout. Donc, je pense que c'est vraiment des questions qui se posent assez régulièrement dans les rédactions. Et je voulais rebondir sur un autre truc aussi, c'est que tu as commencé à parler d'une espèce de responsabilité que tu aurais dans ton travail parce que en fait tu es rémunéré par des gens directement, par les sociaux, etc. Est-ce que, enfin comment dire, comment elle s'incarne cette responsabilité? Est-ce que à chaque fois que tu travailles, tu as en tête qu'en fait derrière c'est des gens qui te financent et du coup est-ce que ça change ta manière de traiter les sujets, ta manière de choisir les sujets? Enfin qu'est-ce que ça implique? Ce qui change, c'est tout bête, hein. À la machine à café, on a du café, du thé, du machin. Quand j'achète du thé, parce qu'il n'y en a plus, je me le fais pas rembourser en note de frais. Parce que je vais pas me faire rembourser 5 euros, alors que c'est des gens qui gagnent 1 200 qui donnent de l'argent, quoi. Voilà. La dernière fois, de la manif, c'était quelle manif? La première manif, la 19 janvier, je suis rentrée en VTC. Honte sur moi, mais bon, bref. Je suis rentrée en VTC plutôt qu'en tram parce que j'étais pressée et que je ne me suis pas fait rembourser parce que c'était mon choix de prendre un VTC et j'aurais pu prendre le tram. Donc voilà, c'est des choses comme ça les notes de frais, il y en a qui sont très importantes, bien sûr, il faut se faire rembourser quand c'est sur le... si je suis obligée de prendre un taxi pour aller à un reportage parce qu'il est loin ou qu'il n'y a pas de métro, des choses comme ça, là je me fais rembourser, mais parce que j'avais pas le choix. Là, c'est moi qui ai fait le choix de prendre le VTC pour rentrer de la manif. Donc, j'ai décidé de ne pas me le faire rembourser. C'est des petites choses comme ça. Et pour le choix des sujets, c'est pas plus « Oh, il faut que je fasse plaisir aux sociaux pour qu'ils continuent à donner de l'argent ». Jamais, les sociaux, je les informe. Jamais je ferai les yeux doux pour avoir... parce que sinon, je ne suis plus indépendante. Par contre, ce que je fais, c'est « Ok, Lisa, là, tu dois pas dire de la merde, en fait. Là, tu as un sujet qui est important. Tu as intérêt à bosser et à pas dire de la merde. » Parce que les gens, il y a vraiment cette mission putain, les gens, il y a déjà tellement de désinformation, toi, tu as intérêt à bosser pour. Donc, des fois, je vais dans des rapports économiques de 250 pages parce que je veux savoir si le mot que j'ai dit est juste, parce qu'on a cette mission-là de soit on dit rien, soit on dit des choses vraies. Mais j'ai tellement peur, j'ai cette peur de me tromper ou de mentir aux gens. Et à chaque fois, les trucs les sociaux, ils sont en train de te faire confiance. En fait, ils te donnent 5, 10, 15, 20 euros par mois. C'est pas rien aujourd'hui, 20 euros par mois. Donc, tu as intérêt à assurer ta mission d'information pluraliste et recherchée. Donc, c'est plus ça. Je me mets la pression comme ça, en fait. Mais du coup, ça empiète un peu sur ce dont on avait commencé à parler avec Marcel en préparant l'émission. On se demandait, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'être exploité par le média de la même façon que tu pourrais l'être d'une des entreprises que tu dénonces, justement, parce que on a regardé, tu es hyper présente sur YouTube, donc je crois que c'est le mercredi, tu prépares les flash infos, certains toujours debout, il y a l'instant Porcher, enfin il y a quand même énormément de choses, on a l'impression que tu n'arrêtes pas. D'ailleurs, ça a été compliqué de trouver un créneau parce que tu as l'air hyper investi dans ce que tu fais et c'est génial, hein. Mais du coup, est-ce que tu te fais pas exploiter ou alors tu t'auto-exploites, je sais pas? Exploiter en termes de temps de travail, non. On fait 35 heures et c'est hyper réglo là-dessus. Et quand je fais un peu plus, je prends des récup. Donc voilà, c'est un média qui c'est un média qui applique ses propres principes qu'on essaye de... En fait, si on fait des leçons à l'antenne, on doit s'imposer à soi-même. Appliquer à nous, voilà, appliquer à nous. C'est compliqué. Donc voilà, après... Non, c'est pas de l'exploitation. Je peux pas dire ça. Je vois des gens. Non, mais je vois des gens bosser en usine, dans les champs et tout. On peut pas parler d'exploitation. Il y a une pression parce que j'ai pas envie de dire des conneries. Mais en termes de
de temps de train. Ah ouais, attendez, j'arrive. Départ Les aléas du précipité, direct. allez, on va faire l'interview. Là, par exemple, je vous explique, c'est qu'il y a un tournage en cours Ah. et la porte n'était pas fermée, du coup, j'ai embêté le tournage en cours. Ah. Donc, nous, on ne peut pas parler d'exploitation parce que, comme je vous disais, je vois des gens qui triment au travail. Donc, non. Après, oui, il y a une pression. Oui, je me mets une pression. Mais en termes de temps de travail, non. Après, oui, vous me voyez souvent. Ouais, c'est possible que vous me voyez souvent, peut-être trop. Mais non, C'est parce pas ce que je voulais que. dire. Non, c'était Non, juste non, sur la. t'inquiète. C'est vrai que quand Mais on c'est te voit, c'est la première réflexion que c'est fait. Et moi, quand je l'ai dit à Thio, il m'a dit, mais oui, je me suis dit ça direct. C'est vrai qu'on te voit beaucoup, tu fais des longues interviews. On pense, tu l'as évoqué, mais tu fais des interviews avec Thomas Porcher, qui sont des interviews économiques, où je suppose que ça te demande un taf de préparation qui est assez conséquent, de compréhension. Là, tu parlais de décryptage de la réforme des retraites, mais vous avez fait plein de choses sur l'économie en général. Enfin bref. C'est ça l'impression que vous disiez. On disait pas qu'on te voyait trop. On se disait ça doit demander beaucoup de Non, taf. non, t'inquiète pas. Et je pense Je aussi. l'ai pas pris comme ça. Et je pense aussi, tu En dois gros, te dire, oui. je voulais juste dire ça. Je pense que ça rejoint aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu penses tout le temps en fait que tu sois journaliste. Et ça, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu dis, je suis au café, je suis au bar le soir, je suis en train de boire un coup avec des amis, je vois quelqu'un d'intéressant, bam, je me dis, tiens, ça pourrait faire un sujet pour le média. Mm. C'est peut-être là où ça dépasse un peu plus, quoi. Je me dis ça. C'est ça. Après, faut vraiment travailler sur le droit à la déconnexion parce que, en fait, on nous force pas à être connecté tout le temps, mais c'est nous, dans notre cerveau de journaliste, on déconnecte vraiment jamais. Et je me force, je dis, bah là, je suis pas en média, donc mon téléphone est éteint. Maintenant, quand sous m'appelle hors horaire de travail, je ne réponds pas. C'est une révision de 2023. Même les conversations Telegram, etc., j'y réponds pas ou je les regarde pas quand je suis pas dans les horaires de travail parce qu'il faut quand même soigner sa santé mentale et respecter le code du travail aussi. Donc il y a ça. Donc attends, j'essaie de réfléchir. Donc ouais, en gros, le lundi, souvent, je suis dans le fond de l'info le soir. Donc je prépare dans la journée quand il y a toujours debout à 18h30, du coup on finit vers 20h, du coup on commence à midi. Donc 12h, 20h, et j'ai le temps de préparer le fond de l'info parce que c'est une chronique, etc. Après, par exemple, souvent, vous me voyez souvent sur les mêmes sujets parce que, enfin, quand vous me voyez très souvent, c'est sur les mêmes sujets. C'est-à-dire la réforme des retraites, c'est très souvent moi qui vais au charbon parce qu'en fait, je la connais par cœur maintenant. Donc, vous croyez que ça me prend beaucoup de temps de préparation sur la réforme des retraites. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais ça me prend moins de temps qu'avant, que les premières fois où je bossais sur la réforme des retraites. Souvent, on travaille sur des sujets qu'on a quand même un gros background dessus. Par exemple, sur l'agriculture. Par exemple, je fais les flashs tu l'as dit, Thio, je fais les flashs tous les mercredis. Déjà, il y a des gens ici, hein, il n'y a pas que la personne qui passe à l'antenne qui travaille, heureusement. Et évidemment, donc on a une équipe quand même pour aider à écrire les flashs. Donc, du coup, ça prend beaucoup moins de temps pour la présentatrice ou le présentateur. Et par exemple, mercredi dernier, j'ai fait une brève sur les néonicotinoïdes. Si on ne connaît pas ce que c'est, ça prend 4 heures à l'écrire. Je connais par cœur le sujet, j'ai mis 5 minutes. Donc, c'est pour ça aussi, on travaille sur des sujets d'expertise parce que il faut être expert de certains sujets. Et du coup, c'est ça qui nous permet de gagner du temps. Après, oui, pour l'instant, Porcher, l'émission économique avec Thomas Porcher. Du coup, on m'a dégagé le jeudi. Le jeudi, vous ne me voyez jamais en direct parce que je prépare l'émission du vendredi qui est tournée le vendredi à 14h d'ailleurs. Dans quelques heures, elle sera tournée là-haut. Et donc voilà, mais c'est vrai que on a le cerveau qui bouillonne, mais par contre, j'ai jamais été. Franchement, c'est j'aime pas dire ça comme ça, mais en gros, c'est le travail où j'ai été le moins exploité. Mais c'est horrible de dire ça parce que ça veut dire que je suis toujours exploitée, ce qui est faux. Mais je veux dire, dans d'autres. Enfin, vraiment, c'est un cadre hyper luxueux pour un ou une journaliste de travailler aux médias parce que oui, on est à fond dedans, c'est notre projet et tout. J'ai pas envie de paraphraser quelqu'un, mais on est à fond dans le projet, etc. Mais par contre, en termes de code du travail et tout, c'est luxueux, quoi. Le vendredi à 18h, je suis à mon ordi, je le rouvre que le lundi matin à 12h, quoi. Bon, j'ai peut-être un peu traîné sur Twitter et réfléchi à des sujets entre-temps, mais c'est en rigolant franchement, que tu disais ça. En règle qui c'est ça, c'est le problème un peu des métiers où on va dire, mais après ça s'applique à tellement de métiers de dire ça, mais des métiers vocation, etc., où on a du mal à déconnecter. C'est aussi pour ça qu'on te pose la question, parce que nous, on a sûrement aussi des problématiques comme ça avec Tuyau qu'on se dit, etc. Donc c'était cool d'avoir ta réponse
d'avoir ta réponse Bah, faut là-dessus, être quoi. vigilant. C'est aussi un combat politique de faire valoir son droit à la déconnexion, etc. Et c'est pour ça que nous, aux médias, en gros, on donne des leçons à l'antenne de code du travail et de gauchisme, on va dire. Mais du coup, il faut se les appliquer à nous-mêmes, évidemment. Et avant, moi, je ne m'appliquais pas du tout le droit à la déconnexion, etc. Dans les autres médias ou même au début aux médias, j'étais en mode à fond, vive le journalisme, je vis que pour ça. Là, maintenant, je suis en mode, le journalisme, c'est un travail, c'est un très beau travail, moi, je suis trop contente. Mais par contre, ça reste un travail, donc tu vas mener ta vie perso, tu vas faire ta vie perso, etc. Et c'est très, très important. Et ma santé mentale s'en porte beaucoup mieux depuis que je sépare le pro et le perso. C'est très important d'avoir cette ligne-là. Si je peux conseiller des jeunes journalistes ou pas d'ailleurs, pas jeunes, c'est très important de marquer cette ligne-là, vraiment très très ancrée, quoi. Et Faites attention à vous quand même. il y a Qu'est-ce que t'en dis qui dit si te reste encore un peu de temps, Lisa, on te réserve volontiers un créneau pour stream ici. Voilà, l'invitation est lancée. Non, mais avec plaisir. Vous savez qu'à la base, j'ai une chaîne Twitch. À la Ah base, bon? je stream. Mais oui, mais justement, je stream plus parce que j'ai essayé de m'accorder du temps perso. Ok, Et que si je streamais sur la réforme des retraites après le travail, je pense que je serais devenue folle. ouais, bien sûr. Mais avec plaisir. Moi, j'aime trop l'univers Twitch, le stream, etc. Ça Je peut me aussi serais être du vraiment jeu lancée à vidéo, temps hein. plein. C'est pas obligé, Et on n'est oui, pas obligé de parler de la réforme des retraites, hein. On en parle oui, c'est déjà vrai, c'est beaucoup. vrai. En fait, je vous explique. Là, en ce moment, je suis à fond sur ma Switch et le problème, c'est que j'ai pas Elgato. Vous savez, c'est le boîtier pour Oui, envoyer oui. les images de la Switch sur le PC pour streamer dessus. Et du coup, je ne stream plus puisque je fais que de jouer à la Switch. Ah Donc, je ne oui, peux pas streamer sur la Switch. Et j'ai pas de jeu PC en ce moment qui me disent de streamer. très bien. Et ben Voilà. voilà, on a les actus stream de Lisa. Si, on a tes actus stream, ça fait plaisir. Je vais Ça fait investir dans un Elgato. plaisir. Bah, on t'attend de pied On ferme. t'attend de pied ferme, c'est clair. Alors attends, je relis mes notes parce qu'on a parlé de plein de choses, c'est le bordel comme d'habitude. Euh, Si, il y a un truc dont on a commencé à parler, que tu as évoqué, c'est la relation que vous avez avec les correspondants citoyens, donc c'est-à-dire des sociaux qui sont aussi investis dans le média autrement que financièrement, mais qui proposent des images, peuvent proposer des sujets, etc., qui vous, comment dire, pas qui vous aident, mais qui sont à côté de vous dans le travail journalistique. Et je me dis que c'est assez important dans un média tel que le vôtre pour essayer d'avoir une couverture locale, notamment. Il y a des sociaux un peu partout, à Lons-le-Saunier, à Rennes, enfin voilà, il y en a un peu partout. Et je me demandais comment vous travaillez avec eux, quel profil peut-être ils et elles ont. Alors, les correspondants citoyens, la personne qui est plutôt en charge de ça, c'est Cory pour l'instant. On aimerait bien que ce soit une journaliste, mais c'est très compliqué par rapport à nos emplois du temps, vous venez de le dire, et je pense que ça demande beaucoup de travail. Et heureusement, enfin, merci à Cory de pour l'instant s'occuper de ça. Les correspondants citoyens, donc tu l'as dit, c'est des abonnés sociaux qui peuvent nous envoyer des images et ou des idées de sujets par rapport à leur localité. C'est hyper précieux, je trouve, de fonctionner comme ça. J'aimerais bien qu'on développe encore plus ça, qu'il y ait encore plus de monde et qu'on s'en occupe plus. Après, c'est qu'à chaque fois, on fait avec nos moyens humains et temporels. Et du coup, ouais, ils nous envoient. Alors, le profil, ouais, c'est des sociaux aguerris, on va dire. On les connaît bien, les sociaux on voit toujours leur petite tête, leurs petits noms, leurs petits arrobases, leurs petits. Donc, on les connaît extrêmement bien et je trouve ça hyper précieux de se sentir autant soutenu. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui croient en ce projet et qu'on n'est pas seul à se faire des films en se disant que c'est possible. Donc ouais, enfin, c'est vraiment un truc précieux et c'est le fait qu'on soit une coopérative aussi et un projet collaboratif qui permet ça. J'aimerais bien je pense que tous ici, toutes et tous ici, on aimerait le développer et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir plus de moyens, plus de temps, plus de journalistes et plus de gens dans l'équipe pour permettre de encore plus développer ça. Et oui, sur les manifestations, c'est hyper précieux parce que du coup, on fait voir toute la France dans Toujours Debout. Et ça, c'est trop cool. Enfin, toute la France. Presque toute la France, hein. Il n'y a pas de gens dans les Outre-mer. Et puis, on n'a que quelques villes en France, mais c'est déjà beaucoup. Donc, franchement, c'est trop cool. Et du coup, est-ce que aussi, comment dire, c'est pas indispensable dans une vision un peu alternative, un peu indépendante du journalisme des médias, est-ce que ce mode d'information est pas aussi un peu indispensable de pas se baser uniquement sur des journalistes parisiennes, mais aussi d'écouter un peu les gens qui vous soutiennent et voilà, de faire remonter peut-être des sujets. Est-ce que ça va pas un peu ensemble, une manière alternative de comprendre le journalisme et ces ressources-là?
Si, complètement. Enfin, comme tu l'as dit, c'est pas du journalisme, mais c'est un complément à notre travail qui est hyper précieux parce que ce qui fait notre métier, c'est les gens. Et donc, du coup, là, on a clairement des retours du terrain. Donc, non, franchement, c'est trop cool. Euh, ouais, non, enfin, de toute façon, tu as tout dit que c'était hyper précieux et que c'était vraiment dans l'image du projet. Que d'avoir des retours comme ça, des images et ou des idées de sujets des correspondants citoyens. De toute façon, c'est pas nouveau, hein, les correspondants, la presse locale a des correspondants non journalistes dans les petites localités depuis toujours. Mais c'est cool et puis ça permet d'avoir un vrai échange et de nous ouvrir sur des personnes qui sont pas journalistes et que, du coup qui vont pas avoir le même regard que nous. Nous, derrière, évidemment, il y a le travail éditorial, le travail d'anglage, le travail de journaliste, d'analyse, de rigueur. Mais c'est super intéressant de travailler avec ce complément-là. Ouais, enfin, c'est plus qu'un complément. Les sociaux, c'est le cœur du réacteur. Mais c'est trop cool d'avoir des correspondants citoyens pour nous faire remonter ce genre de choses qui sont hyper précieuses pour notre travail. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples je sais pas, de sujets auxquels vous n'auriez pas forcément pensé sans la proposition d'un ou d'une socio, d'un ou d'une correspondante citoyen? Oui, alors j'ai Pas eu... forcément, hein, je te demande ça comme ça pour donner des exemples, mais si tu n'en as pas, c'est pas très grave, hein. Si, moi c'était une abonnée, pas forcément une socio, je sais plus, qui m'avait envoyé un mail parce que les syndiqués de la CGT Sanofi avaient été licenciés et ou menacés de licenciement parce qu'ils avaient fait grève. Et donc je l'ai traité aux médias, ça. Et c'est une abonnée qui m'avait envoyé le sujet et le numéro du numéro de téléphone de la personne qui était en charge de ce dossier-là. Plein de trucs comme ça. C'est marrant parce que Sanofi, j'ai regardé ton interview, j'ai regardé ton interview parce que je m'intéressais aussi à ce sujet à ce moment-là parce que j'avais des gens dans le chat quand on parlait, qu'il y avait une personne dans le chat qui suivait le stream et qui faisait la grève à Sanofi au moment où c'était la grève, où ils étaient dans le dur de la grève, etc. Et qui nous rapportait tous les jours un peu, on est sur le piquet, etc. Et c'était cool en effet d'avoir une interview chez le média parce que à ce moment-là, il y avait très très peu de choses qui rapportaient toutes les pressions qu'il y avait pu avoir sur les grévistes au moment de cette grève, etc. Donc c'était assez cool. Et je me demandais, au-delà de ça, parce qu'on parlait tout à l'heure des manifs, on a même parlé tout à l'heure, tu parlais pour les gens qui manifestaient du danger dans les manifs. Vous, comment vous voyez ça? Parce que vous avez et des sociaux qui prennent des vidéos pour vous dans les manifs, et vous avez des journalistes pros qui vont dans les manifs pour les couvrir. Comment ça se passe sur les questions de sécurité? Est-ce que c'est des choses dont vous discutez entre vous, entre journalistes, avec les sociaux aussi peut-être? Comment ça se passe de ce côté-là? Nous, on dit aux sociaux de pas aller... Enfin, souvent, dans les manifestations locales, ça va normalement un peu mieux. Enfin, locales, je veux dire, hors Paris. Mais on dit quand même aux sociaux de pas... Pour les sociaux qui sont surtout à Paris, on leur dit de pas aller dans le cortège de tête et de pas... Enfin, s'ils n'ont pas de casque, pas de masque, pas de sérum psy, ils vont pas devant, hein. Moi, je leur ai déjà dit, n'avancez pas, genre restez derrière. Et pour les journalistes, ceux qu'on envoie entre guillemets au front, ils ont eu des formations. Enfin, c'est des gens qui sont formés pour la répression policière si ça devient violent. Oui, on en parle très souvent. De toute façon, on a un syndicat aux médias, le SNJ-CGT, qui nous fait soit des formations, soit des rappels. Voilà, on a les consignes. Donc tout ça est évidemment encadré. Et puis souvent, comme je vous dis, les journalistes qui y vont sont des journalistes qui ont été formés. Trop intéressant. Mais on avait discuté de ça aussi avec. On avait discuté. Je pose cette question-là parce qu'on avait discuté de ça avec Radio Parleur. Et Radio Parleur qui ont aussi des bénévoles qui. Ah Je sais oui. pas, je suppose que tu étais bénévole à Radio Parleur quand Oui. tu es passé, ou tu as peut-être fait, enfin, je sais pas du tout. Mais il y a des bénévoles à Radio Parleur. Et voilà, également la position des bénévoles, le rapport qu'on peut avoir qui ramène du son pour Radio Parleur. Et on a envie de leur dire, bon, bah. Voilà, ne prenez pas de risques. C'était un peu le même discours qui était porté par Violette de Radio Parleur sur ces questions-là. Mais oui, c'est un risque maintenant d'aller en manif, qu'on soit manifestante ou qu'on soit journaliste, quoi. C'est ça qu'il faut prendre en compte, quoi. Je voulais revenir sur un truc, c'est que tu l'annonçais, enfin on a commencé à le dire tout à l'heure, c'est que tu fais les interviews avec Thomas Porcher. Et en fait, en préparant l'émission, on a un peu regardé aussi les autres médias, comment dire,
pas qui vous ressemblent, mais voilà, auxquels on peut vous comparer. On a pensé à Blast, à Mediapart, etc. En fait, on s'est rendu compte que assez souvent, dans ce genre de médias-là, il y a un peu une tête d'affiche, comment dire, quelqu'un qui va ramener des gens, qui lisent, qui regardent, etc. Donc on pense à Denis Robert sur Blast, on pense à Edoui Plenel, et maintenant pas que lui sur Mediapart, il y en a plein d'autres, c'est souvent le cas. Comment vous comprenez ça? Est-ce que vous, avec Thomas Porcher, c'est un peu la même logique? Alors évidemment, il est très pertinent sur toutes les questions économiques, mais c'est aussi quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui est souvent invité sur les plateaux hors le vôtre. Est-ce que c'est aussi une manière de ramener des gens? Comment vous comprenez ça? C'est vrai, on va pas se mentir, Thomas Porcher, c'est une tête, hein. Les vidéos de l'instant Porcher font toujours des cartons en termes de vues. Après, je pense pas parce que je suis pas sûre que c'est parce que c'est une star. Je suis vraiment sûre que c'est parce que je pense que le succès de Thomas Porcher vient du fait que il est au-delà de l'analyse économique, il a ce punch et ce pouvoir de vulgarisation, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il avait été ramené aux médias. Moi, c'était pas moi avant. Il a été ramené aux médias parce qu'il avait cette vulgarisation et que nous, le but de cette émission, c'est de faire comprendre l'économie aux gens qui n'ont pas eu le background pour comprendre l'économie, en fait. Parce que c'est le nerf de la guerre et que quand on comprend l'économie, on peut comprendre, par exemple, la réforme des retraites. Et par exemple, aujourd'hui, la réforme des retraites est extrêmement comprise par tout le monde et c'est pour ça que les gens sont en majeure opposition. Parce que de toute façon, c'est la phrase que je dis toutes les semaines, hein, parce que comprendre est une véritable art démocratique. Je me suis un peu embêtée là-dessus, mais c'est vrai, en fait, je ne sais pas le tourner autrement, c'est pour ça que je répète la même phrase toutes les semaines. C'est parce que on donne des armes aux gens pour qu'ils comprennent, hein, pas forcément pour qu'ils soient contre voilà, mais pour qu'ils comprennent et après qu'ils fassent un choix éclairé. C'est vraiment mon but. Oui, c'est une tête d'affiche. Après, nous, je trouve que aux médias, on a un peu ce parti pris. Enfin, moi, j'ai ce parti pris qui est très personnel parce que des fois, on en discute avec d'autres gens qui ne sont pas forcément d'accord. Mais de ne pas personnaliser l'information. Moi, j'ai horreur du journalisme incarné. Parce que les journalistes ne sont pas là pour être des stars, ils sont là pour livrer de l'information. Et je trouve que c'est la personnalisation et la starification des journalistes qui fait que l'info est en train que l'info est un petit peu partie en bille depuis plusieurs années. Donc, je trouve qu'on essaye aux médias de ne pas starifier les journalistes et de ne pas personnaliser les choses. Et donc oui, pour l'instant, la seule grosse tête d'affiche, je pense aussi à Salomé Saké à Blast, qui est très connue et qui ramène beaucoup de gens. Nous, on essaye que ce soit l'info qui ramène les gens. C'est peut-être un peu utopique ou bisounours, hein, on me l'a déjà dit, mais après, Salomé Saké ramène des gens parce qu'elle est douée, il n'y a pas de problème, mais on essaye de pas starifier les journalistes. Et puis quand je vois le nombre de vues qu'a fait le reportage sur Fernande, je me dis qu'en fait, il y a un public pour faire de l'info et pas forcément pour retrouver la même personne, pas pour la personne en fait. Moi, j'ai envie que les gens ils regardent mes émissions pour le contenu et pas pour moi, parce que ça serait moi ou quelqu'un d'autre, ce serait le même contenu. Ce qui compte, c'est le contenu. Après, oui, Thomas Porcher est une tête d'affiche, on va pas se mentir. Mais je pense, si ça permet que son succès ramène des gens aux médias, franchement, tant mieux. Mais vu que c'est pas un journaliste, ça me dérange moins. Mais si l'instant Porcher est une porte d'entrée pour s'intéresser aux médias indépendants et aux médias indépendants en général, pas que le média, et pour s'intéresser à la fin aux médias, tant mieux, franchement, tant mieux. Mais justement, en préparant l'émission, on se disait, il y a effectivement des émissions comme ça qui ramènent beaucoup de gens. Et il y a d'autres émissions, d'autres sujets qui font peut-être un peu plus niche, qui intéressent que certaines personnes. Je pense par exemple à tous les sujets sur la France-Afrique de Théophile Kouamouo et de Thomas Détriche, peut-être certains sujets de Rémi Kenzo Pagès, très pointus sur les questions environnementales et écologiques. Est-ce que la stratégie, c'est un peu... Il y a des émissions un peu phares qui ramènent des gens, mais il y a aussi des émissions un peu de niche qui sont hyper intéressantes, évidemment, hyper poussées, mais qui font beaucoup moins de vues, 2 fois, 3 fois moins de vues. Comment vous gérez ce genre de format, ce genre d'audience différente? En fait, c'est pas une stratégie, c'est plus la mission qu'on doit assurer, comme je disais tout à l'heure, dans le sens où on veut informer les gens. Et oui, il y a des sujets qui font moins de vues, mais il faut qu'on les fasse, en fait. C'est notre mission d'information indépendante que de faire ces sujets. Et surtout, c'est pas les vues qui nous font vivre, en fait. C'est les sociaux et les abonnés. Et les sociaux et les abonnés, des fois, ils ont plus envie de s'abonner aux médias parce qu'ils voient qu'il y a un sujet super intéressant qui a fait 20 000 vues, plutôt que de s'abonner parce qu'il y a un instant Porcher qui a fait 200 000 vues. Donc, je sais qu'il y a une team aux médias qui est en mode faut quand même qu'on fasse des vues, c'est important et tout, et c'est important. Mais il faut une complémentarité entre les sujets qui font énormément de vues et les sujets
qui vont dans le profond des choses. Et en plus, c'est pas antinomique. Il y a des sujets qui vont dans le profond des choses, qui font beaucoup de vues. Donc voilà, on essaye d'aller dans le profond des choses dans tous les sujets. Mais oui, il y a des sujets qui font moins cliquer. Mais c'est notre, entre guillemets, mission de médias indépendants que de faire intéresser les gens à ces sujets-là. Donc, on n'arrêtera pas les sujets qui font moins de vues, ça c'est clair. Il faut une complémentarité. Et surtout, comme je disais, c'est les sociaux qui nous font vivre. Et franchement, les sociaux, moi, des fois, j'ai fait une interview sur l'IVG qui a fait un four en termes d'audience. Mais j'ai des sociaux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Franchement, c'est pour ça que je suis abonnée aux médias, parce que vous êtes un des seuls qui a fait 20 minutes sur l'IVG, quoi. Et pas 30 secondes dans un JT. » Donc, moi, je suis pour la complémentarité. Je sais que... Enfin, ouais, c'est plus ça. Et puis, en plus, surtout, d'être dépendant de YouTube, c'est un peu galère, parce qu'il y a des algorithmes, des machins, des trucs. Donc, oui, il y a des sujets qui font moins de sujets, il y a des sujets qui font moins d'audience, mais ils sont absolument indispensables à notre ligne éditoriale et puis au manifeste dont on a parlé au début. Et je suppose qu'en plus, c'est ce que tu disais, le sujet sur Fernand Bagou, quand vous le faites, je suppose que vous dites pas ça va faire 200 000 vues ou je sais pas combien. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, il y a des trucs qu'on contrôle pas trop. Alors, il y a des trucs des algos YouTube, il y a le fait que le sujet sorte à un moment où en plus Rachel Keke prend beaucoup la parole et que du coup les gens peut-être font le rapprochement. Enfin, en fait, il y a tout plein de choses qui font qu'au moment où tu sors un sujet, il va marcher ou il va pas marcher. Et c'est pas forcément. En tout cas, moi, de l'impression des fois que ça me donne, c'est pas forcément la qualité ou la pertinence des propos qui vont être dits dans le sujet qui vont faire ça. Ça va être aussi un espace de circonstances, de trucs, d'un moment, de gens, quel est Rocco. Enfin bref, il y a plein de choses qui font. Je trouve que c'est dur de faire du clic, même si il y a, et vous le faites aussi un peu, parce que moi je regarde pas le Blast, et moi Blast ils me font péter des câbles, parce que Blast ils font des grosses musiques tout le temps. Alors vous faites la même pour le coup, vous faites des grands titres en capitales, en lettres capitales, voilà. Ça joue YouTube un peu, et il y a des fois on se dit ça dessert un peu, sur certains titres par exemple, je trouve que ça dessert un peu, parce que moi je clique pas sur le titre, parce que le titre c'est je sais pas quoi, il a fait je sais pas quoi avec ce truc, c'est pas non plus des vidéos YouTube, mais il y a un peu de ça, et en fait ça correspond pas au sujet qu'il y a dedans. Et voilà, moi j'ai plus cette critique là côté Blast, je connais moins le média pour faire cette critique là, mais comment vous faites ça, parce que je suppose que c'est un peu comme dans un journal papier, il y a des personnes qui sont en secrétariat de rédaction qui décident des titres, qui décident de la façon de s'éditer et tout. Comment ça, il y a quand même une strate, je suppose, de communication autour de ça dans le média. Oui, bah, les titres des vidéos, on va pas se mentir, c'est hyper intéressant, enfin c'est hyper important, parce que quand le sujet est fait, pas dans le choix, quand on choisit le sujet, on le choisit pas pour qu'il fasse de l'audience, mais par contre, une fois qu'il est fait, on veut le titrer pour qu'il marche, ça c'est sûr, parce que c'est une porte d'entrée à ce que les gens s'informent, vraiment. Il n'y a pas que le fait d'avoir du succès, il y a le fait qu'on a envie que les gens regardent ce sujet, parce que si on l'a fait, c'est qu'on le trouve important et intéressant pour l'information ou notre démocratie. Donc, du coup, c'est ça. On a une conversation sur Telegram qui s'appelle Réseaux sociaux, et où Théophile, le rédacteur en chef, propose des titres. C'est souvent lui qui propose les titres, déjà parce qu'il est rédacteur en chef, et ensuite parce que c'est le plus doué en titres. Parce que nous, si c'était nous qui décidions des titres, on aurait 2 vues à peu près sur notre vidéo. Donc oui, les titres, et c'est complètement assumé, sont vocation à être clickbait, donc à générer beaucoup de clics, mais parce qu'on croit au sujet. On croit au sujet qu'on fait et on a envie qu'il soit regardé. Donc oui, on a cette stratégie-là de faire des titres qui font cliquer. Après, des titres qui ne dénaturent pas l'intérieur de la vidéo, je l'espère. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est sûr que sur l'instant Porcher, le titre sera la phrase la plus... La punchline est importante. La punchline de Thomas Porcher. Mais franchement, si ça peut faire... Si les gens se disent « Ah, MDR, une punchline, je clique » et qu'ils regardent 20 minutes d'économie, moi, je le prends direct, en fait. C'est une porte d'entrée. Donc, au début, j'étais très frileuse à ces titres. J'étais en mode « Ah, est-ce qu'on joue pas le jeu de... » Et après, j'ai compris. J'ai compris que c'était une porte d'entrée. Et donc, après, je suis pas d'accord avec tout, forcément, les titres. Après, je les regarde pas tous parce que je ne fais pas tous les sujets. Et sur les sujets que je fais, souvent, les titres... Je comprends pourquoi ce titre-là, quoi.
Mais c'est cool d'avoir c'est cool en tout cas d'avoir ton retour en mode c'est assumé et on le fait comme ça et c'est aussi et une fois qu'on a fait le sujet et j'aime bien la séparation que tu fais entre le moment où on va choisir un sujet qui est pas forcément un sujet qu'on va choisir parce qu'il va pouvoir faire de l'audience et le moment où une fois qu'on a fait le sujet bon bah et à un moment donné il faut que le sujet il fonctionne on s'est fait chier à le faire il a un propos qu'on trouve grave intéressant donc on aimerait bien qu'il fonctionne et qu'il soit vu et donc à ce moment là on peut faire un peu du clickbait mais c'est cool j'aime beaucoup cette réponse là. On rappelle aussi que là on parle beaucoup de YouTube, mais vous avez aussi un site internet sur lequel on peut aller regarder vos vidéos et sur lequel aussi, ça c'est peut-être moins connu, mais il y a des podcasts, il y a des enquêtes écrites, des papiers assez longs. Et donc peut-être que la vitrine du média c'est effectivement les vidéos, mais il y a plein de choses derrière très intéressantes. Voilà. C'est ça, une porte d'entrée, quoi. Je vous fais de la pub, non mais vraiment. C'est Non, gentil. mais on est là, Non, mais on est c'est là vrai, pour ça aussi. t'as raison de le dire. T'as raison de le dire, c'est que c'est une porte d'entrée, je trouve, en fait. Une vidéo de 10 minutes du média, c'est une porte d'entrée pour s'informer. Et après, après, si ça nous intéresse, on regarde d'autres vidéos. On regarde des vidéos de 1 heure. On s'autorise à penser. C'est une émission, on prend du temps pour s'autoriser à penser. Et puis après, on va sur le site. Et puis on écoute les podcasts. On lit les enquêtes incroyables, souvent celles de Thomas Dietrich. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Et ouais, c'est une... Ouais, vraiment, je vois ça comme une porte d'entrée, en fait, pour s'informer. Il y a le lien du site qui est balancé dans le chat. Et peut-être, tu voulais dire un truc, Tuyo? Non, vas-y. Hein. On se disait, c'est peut-être le moment de faire la transition, parce que là, on parle de ce qu'il y a sur le site, etc. Peut-être parce qu'il y a un direct aujourd'hui qui est disponible sur le site. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce direct? Et surtout, qu'est-ce que ça prépare? Qu'est-ce que ça prépare ce direct? Il y a des velléités qui ont été annoncées sur le site, d'aller sur la télé mainstream. Peut-être qu'on peut même te poser 3 questions de pourquoi on va aller sur la télé mainstream. Bref, qu'est-ce qui se joue là-dessus? Vous voulez aller sur la TNT? Vous avez déjà un direct et qu'est-ce qui est diffusé sur ce direct? C'est des rediffs? C'est quoi? Alors, on a depuis, enfin, tu l'avais dit, Thio, depuis le 19 septembre, on est en 24/7 sur YouTube et Dailymotion et sur le site du média. Donc, c'est une antenne 24/7 classique où on rediffuse nos émissions qui sont disponibles sur le YouTube. Et puis, évidemment, il y a 4 prises de direct par jour, 13, 15, 17, 18, 30, donc 3 flashs et une émission du quotidien d'actu le soir. Pourquoi ce projet? Parce que on n'arrête pas de critiquer la télé mainstream, allons les concurrencer sur leur propre terrain. En gros, c'est vouloir faire vivre une parole que pour l'instant, elle n'existe absolument pas sur la télé mainstream, à part un tout petit peu dans le service public. Donc voilà, c'est pouvoir être encore plus accessible parce que notre but, comme je disais, c'est que les gens de tous bords aient accès à de l'information indépendante, parce que ça change beaucoup. Et de l'info où on prend du temps, de l'info coopérative et de l'info qui appartient à ces sociaux. Enfin, qui vit grâce aux sociaux et aux abonnés. Et du coup, ça n'existe pas pour l'instant. Il y avait Arrêt sur Image, je crois qu'il y avait une chaîne comme ça, sur les box. Et du coup, voilà, la première étape, on va essayer d'arriver sur les box, donc avec les smart téléconnectés, là, donc tous les opérateurs. Et puis après, pourquoi pas un jour la TNT? C'est très long, ça demande beaucoup d'argent. Mais vous voyez, ce projet-là de 24/7, parce que... voilà, depuis le début, c'est une web télé, donc là, au moins, ça en prend vraiment le nom, et puis peut-être un jour enlever le web à télé. Et puis voilà, c'est dur de dire. En fait, ça paraît fou comme projet, mais c'est de dire une télé libre et indépendante, financée que par les abonnés, pourrait exister. Voilà, c'est un peu ça le projet fou, quoi. Et donc, du coup, en attendant, on a une antenne 24/7 sur YouTube et Dailymotion et le site web pour donner un peu à voir. Et puis, le but, c'est qu'on grandisse, qu'on ait plus de gens dans l'équipe, pas que des journalistes, mais plus de gens dans l'équipe pour faire plus de reportages et tout, parce que c'est ce qui nous manque, hein. Les reportages, ça demande du temps, ça demande de l'argent et ça demande de l'effectif. Donc voilà, notre but, c'est de faire plus de directs, plus de reportages, pas que de l'actu chaude, hein. On ne veut pas faire du BFM, sinon le média n'existe, enfin, ça servira à rien qu'on existe. On a envie aussi de faire de l'actu froide, entre guillemets, c'est de faire un reportage sur le temps long, de faire des enquêtes et tout. Donc on a vraiment, vraiment envie de développer cette chaîne télé-là qui serait plutôt différente, parce que c'est trop important le pluralisme des médias et surtout les médias indépendants. Donc c'est pour ça. Et vas-y, tu veux.
Non, je me disais, c'est des vraies questions parce que je pense qu'on a un peu enfin pas les mêmes enjeux, mais des enjeux un peu similaires sur Twitch. Sur YouTube, c'est qu'en fait, on est différent de la télé et des fois, c'est une différence qui est assumée. Quand il y a des gens de la télé mainstream qui arrivent sur Twitch ou sur YouTube, des fois, c'est pas ultra bien accepté parce qu'elles ont pas les codes, elles comprennent pas en fait ce qu'ils viennent faire là, quoi. Et des fois, c'est juste une manière de récupérer des gens. Et donc, je pense que c'est des enjeux qui sont hyper concernants et c'est des choix, des choix assumés importants, quoi, de se dire, c'est pas parce qu'on vient du web qu'on n'a pas la légitimité pour être sur la télé. Et qu'est-ce que c'est la légitimité de la télé? Enfin, c'est vraiment plein de questions qui sont importantes à se poser, je pense, quand on veut faire ce va-et-vient entre web et télé. Bah, c'est que on veut faire de la télé autrement. C'est pas parce qu'on va arriver à la télé que tout de suite on va se mainstreamer, pas du tout. Au contraire, c'est pour imposer un nouveau modèle de faire de la télé. Et surtout, à chaque fois, c'est oui, mais ça marche pas, les gens ils veulent pas regarder ça. Non, les gens ils regardent ce qu'on leur donne. Et si on leur donne pas la possibilité de regarder une chaîne qui fonctionne différemment, eh ben ils la regarderont jamais en fait. Donc faut pas croire que les gens ils attendent comme ça, qu'ils veulent regarder que des TF1, des machins, non. Faut leur proposer en fait, faut leur donner accès. Et donc aujourd'hui, Internet n'est pas encore accessible à tout le monde, hein, voilà. La télé non plus d'ailleurs, on est d'accord. Mais je veux dire que ça pourrait, et on n'abandonnerait pas le web pour autant. C'est ça qui est important aussi. Donc je pense que ça peut être cool. Mais pour l'instant, c'est un projet à moyen terme parce que ça prend du temps. Après, on arrive très vite avec de nouvelles annonces. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Je fais Oh un peu un non, on teasing voulait des exclus, on à la voulait des exclus. youtubeuse. Une petite exclue quand même pour nous, quoi. L'exclu, c'est qu'on va arriver avec des annonces. Allez, Ça, tu te mouilles pas trop, hein. l'annonce de l'annonce, la fameuse. C'est ça. Mais ça avance et c'est grâce à la superbe campagne de dons, grâce aux gens qui ont donné, qui ont cru en nous en décembre. Donc, on travaille dans le respect pour ne pas être exploité, mais on bosse à ça et je pense que ça peut être pas mal si on garde le volet enquête, documentaire, reportage. C'est très important de pas faire que de l'actu, parce que sinon on n'a plus le temps de réfléchir. Mais voilà, toujours la complémentarité du truc et puis et de ne pas abandonner le web et de ne pas abandonner notre signature web. Ça, c'est super intéressant. Enfin, c'est super important parce que c'est ce que tu disais pour Twitch. Les télés qui ont essayé de faire la télé sur Twitch, enfin, tu joues à quoi? Twitch, c'est un peu un. Pour moi, c'est un truc alternatif, même si Amazon, Jeff Bezos et tout, mais Amazon, ouais, tout ça. c'est des gens qui sont arrivés. Voilà, c'est des gens qui sont arrivés et qui ont dit, écoutez, la télé, j'en ai marre, donc maintenant, on va parler entre nous parce que vous m'avez saoulé. C'est un peu comme ça que je vois Twitch et je kiffe Twitch. Et du coup, de ne pas perdre cette identité du web et du collaboratif et tout, ça va être super intéressant et important à façonner, ouais. Et puis, on va le façonner avec les sociaux. Donc, devenez sociaux pour, après avoir donné au caisse de grève, pour Dans cet ordre-là. construire ça. Ouais. Merci beaucoup, bien sûr. Tu voulais dire un truc, Marcel, et puis on arrive, il nous reste 9 minutes, peut-être qu'on va. Ouais, on va finir tranquillement, ouais. On va finir tranquillement. Je pensais à un On peut truc. se quitter. On va se quitter, ouais. Et avant, peut-être, sur la question des financements, tu disais, vous avez fait votre campagne de financement en novembre, décembre. Mais en fait, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de médias. Je pense qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de médias de gauche. Aussi, de pluralisme à gauche, et c'est ça qui est cool, et qui faisaient en plus leur campagne de financement. Maintenant, tout le monde le fait, la campagne de financement en novembre-décembre. Comment tu vois ça, ce pluralisme? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas... Alors, il y en a qui ont plus d'argent que d'autres, qui récupèrent plus d'argent que d'autres, etc. Mais j'ai l'impression que aussi ça fait un appel d'air et que tout le monde arrive à y trouver son compte. Il y en a peu des médias qui n'ont pas réussi à faire l'entièreté de leur cagnotte qu'ils avaient visée. Il y a Radio Parleur notamment, mais sinon j'ai l'impression que dans l'ensemble ça s'est bien passé. Comment tu vois ça, cette espèce d'éventail à gauche de médias? Il y a, je sais pas moi, Mediapart, Radio Parleur, il va y avoir Blast évidemment, il va y avoir Blast, il y a Politis, Bastamag, Socialterre. il y a le Bondi Pas envie Blog d'oublier aussi qui est un peu plus petit, Rapport de Bondi Force, Blog, Rue 89. Presse. Street Press bien sûr. Donc, comment tu vois ça Il y là, en a plein. cette vie des médias indépendants de gauche, pour finir peut-être, pour avoir ton avis un peu là-dessus? Je trouve ça trop génial. Je défends absolument le pluralisme des médias indés. Déjà, le pluralisme des médias tout court, hein, c'est pour ça que le média existe. Mais c'est trop important qu'il y ait plusieurs médias indépendants, surtout qu'on n'a pas vraiment les mêmes lignes éditoriales. Enfin,
Street Press, ils sont vachement sur, comme son nom l'indique, sur l'urbain, sur les prisons, sur les quartiers pop. C'est pas forcément lié, attention. Sur les quartiers pop, sur les violences policières, etc. Donc, ils ont une expertise là-dedans qui est hyper nécessaire. Bastama, c'est sur les sujets démocratiques, puis c'est de la presse écrite, donc c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui préfèrent lire plutôt que de regarder des gus en train de faire des vidéos. Radio Parleur, c'est le son, et ça c'est trop génial parce que le son, moi qui viens de la radio, c'est un outil qui permet d'aller encore plus intimement dans les sujets, d'avoir plus d'infos, et puis tu peux écouter ça dans le métro, des choses comme ça, même si le média on peut écouter également, on n'est pas obligé de regarder la vidéo, mais donc je trouve qu'on est hyper complémentaires les uns les autres, et des fois il y a des synergies qui se créent parce qu'on fait des trucs entre médias indépendants. On n'a pas les mêmes cercles de sources, les mêmes cercles de connaissances. Donc c'est comme je disais tout à l'heure que c'était hyper important d'avoir plein de journalistes différents pour relater de manière saine et sans mensonge la société. Et donc du coup, c'est ce que je pense aussi des médias indés, c'est qu'il faut vraiment être... Enfin, c'est trop génial qu'il y en ait plein qui se développent parce que du coup, les gens peuvent... ils seront bouffés de bonnes informations, d'informations qui ont pris le temps de réfléchir. Et ça, je trouve ça génial. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait plein de médias indépendants qui émergent. Franchement, même ça donne espoir. Je trouve déjà en tant que journaliste, ça donne espoir de faire du journalisme autrement. Puis surtout, ça montre qu'il y a une sorte de contestation qui est en train de naître sur les médias mainstream et qu'en plus, les gens demandent, en fait, les consommateurs de médias demandent des médias indés qui prennent plus le temps, qui font des choses un peu différentes. Donc, du coup, c'est cool. C'est cool et il faut que ça continue. Et en plus, les gens trouvent leur compte dans les cagnottes et les campagnes de dons parce que j'ai l'impression que les consommateurs de médias ont commencé à comprendre qu'une bonne information, malheureusement, se monnaie et que si l'information est gratuite, c'est qu'il y a anguille sous roche et que c'est vous le produit. Donc c'est cool. Après, oui, moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'il y a le contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat où les gens galèrent. Donc, je me dis peut-être que les gens un peu plus riches, un peu moins pauvres, peuvent payer pour... c'est pour ça que le média est en accès libre, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent puissent quand même avoir accès à une information indépendante. Et du coup, c'est comme les caisses de retraite, on cotise pour son prochain. Donc c'est cool et il faut que ça continue. Mais c'est vrai qu'il y a plein de beaux médias indés. Il y en a très peu en vidéo. J'ai l'impression que les médias indés, c'est beaucoup plus presse écrite. Parce que ça coûte plus cher aussi, non? C'est ça, ça coûte une fortune l'audiovisuel. Donc c'est pour ça qu'il y en a moins. Mais il faut que ça continue à se développer parce que ça donne plein d'espoir, je trouve, pour avoir de l'info traitée différemment. Trop cool. C'est un très très beau mot de la fin, je suppose. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Thio. Ouais, tout à fait, ça résume bien. C'est un beau message d'espoir. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Lisa, d'être venue, de nous avoir pris le temps dans ton emploi du temps, alors qu'on sait qu'à 14h, là, t'enregistres une nouvelle émission avec Thomas Porcher. Merci à toi d'avoir joué le jeu, etc. Trop cool en tout cas votre projet, c'est trop génial, ce piquet de stream là. Merci beaucoup, on va continuer de le faire vivre avec d'autres interviews. Je vais raccrocher, donc je t'aurais pu Tuyau, on discute après si tu veux. Merci beaucoup aussi Tuyau d'avoir posé toutes les questions, d'avoir mené l'interview et tout. Oui, merci beaucoup. Grave. Merci à vous, c'était grave cool. Grave et puis, intéressant. On essaiera de refaire ça avec peut-être d'autres médias, on essaiera, ça peut être chouette. Voilà le projet qu'on a avec Tuyau, c'est vrai que c'est de se chauffer pour inviter d'autres médias. Allez, merci. Cool. Ciao et puis à très vite. Salut. À très vite. Salut, merci, salut. Voilà. Alors, bon, on va faire la transi, les 57, c'est parfait. C'est Philippe derrière. Philippe, il est comment? Il est à la bourre, Philippe, ou pas? Je l'ai vu dans le chat. On est tranquille, on a 2-3 minutes. Comment vous avez kiffé? Vous avez kiffé ou pas? Ah zut, c'est Fimido. Ah mince, il y a eu une question. Qu'est-ce que vous mutualisez des moyens entre médias indés, genre des plateformes de ligue, de la R&D et tout? Ah, c'est vrai qu'on aurait pu poser cette question-là. Et on n'a pas eu le temps d'e-fiction. J'en suis désolé. Sociaux, engagés. Lisa, voilà, il y a de l'amour. Vous avez porté beaucoup d'amour, c'est cool. Et donc merci à vous. Merci pour les quelques questions. Merci aussi pour votre bienveillance. Merci beaucoup pour votre bienveillance envers Lisa, envers notre invité, envers nous. On a vraiment l'impression... Je vais retourner ce truc-là, ça me gêne trop. Je vais le mettre de l'autre côté, attendez.
Philippe n'est jamais à la bourre. Non, Philippe n'est pas à la bourre. Philippe, il est hors du temps. Il est hors du temps. Donc je pense qu'il était à l'heure et puis qu'il est parti faire un truc. Je le connais très bien, Philippe. Il était à l'heure et il est parti faire un truc. Il est là. Ah. Hop. Ah non, il n'y a pas le Marcel. Hop. Le maillot Marcel Duchemin. Ah, on voit pas très bien. Magnifique maillot. Dans le Discord, t'es là, Philippe? Ok, vas-y, j'arrive. Attends, j'arrive, bouge pas. Donc on va faire la transition avec le live de Philippe. Alors attendez, je vais le choper dans le Discord. Avec le live. Ah bah voilà, il m'écoute en plus. Bonjour monsieur. Coucou, comment va? Ça va bien et toi? Bah, c'était bien. Marcel, c'était bien encore. T'as vu? La régie était totale, le journalisme bien, était total. La régie était bien. J'ai kiffé la régie. Non, c'était passionnant. Et du coup, tu nous rappelles, Marcel, du coup, vous avez fait là le média, tu as fait Street Press. Alors, Street Press, c'était sur ma chaîne, mais sur le Piquet, on a fait la semaine dernière Radio Parleur. On a fait le média cette semaine. Peut-être qu'on va proposer à Street Press aussi. On a évidemment envie de faire Blast, on a envie de faire Politis, voilà. Donc en fait avec Thuo, on s'est trouvé là, on a commencé à discuter et on s'est dit allez vas-y on se lance, on essaye d'interviewer des médias indépendants gauchistes pour parler de la lutte, de la couverture et tout quoi. C'est cool. Radio Canus, ça peut être une idée aussi d'e-fiction. Ouais. Après, je le disais un peu en rigolant dans le chat, mais ça vaut le coup aussi de mettre un petit coup de projecteur sur l'univers que toi, tu connais par cœur, quoi. Les Duke Pop, les médias locaux, les radios locales, et ce travail qui est fait aussi, quoi. Tu vois. Ça pourrait être intéressant. Bah, on en a un peu parlé avec Radio Parleur, parce que tu sais, on a parlé de radio associative, etc. Donc on a un peu parlé de ce truc-là. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Tu vois, par exemple, un truc, parce que c'est intéressant aussi Moi, j'aime bien aussi que vous fassiez ça. Là, tu as parlé du manifeste, mais c'est intéressant quand il y a des historiques aussi. Et il y a des historiques, tu vois, même celui de Prune, qui est une radio qu'on connaît bien, qui est sur Nantes, quoi. Ah, sa petite histoire, quoi, depuis le petit camion à l'université jusqu'à aujourd'hui, les choix qui ont été faits, se rapprocher de Saint-Nazaire, quitter les radios universitaires, etc. Ça serait intéressant aussi d'avoir... une espèce de... Enfin, tu vois, je te le dis après avoir vu ton truc, quoi. D'avoir comme ça une réinscription, en fait, du phénomène médiatique dans les régions, d'avoir une vraie réflexion sur ce que peut être un média aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui connaissent bien Prune, apparemment, dans le chat. Bah, nous aussi, on connaît bien Prune. Ouais, trop, d'ailleurs. Trop. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, vas-y, je te propose... Ouais, alors, attends. Qu'est-ce que tu vas faire, Philippe? Je vois que tu occupes un peu l'espace, mais dis-nous un peu ce que tu vas faire en cliquant un peu. Ouais, grave, j'occupe un peu l'espace, quoi. Non, bah, écoute... t'as vu, je suis bon soldat, quoi. Genre, moi, je fais que des remplacements de la veille pour le lendemain. Je vois ça, ouais. Et alors, mon titre, il est alléchant, là. Non, mais mon titre, c'est Kestandi qui m'a mis dans le vent sur le titre que je lui avais donné. Non, je vais faire une petite réflexion autour de comment est-ce qu'on peut penser la violence. Et je voudrais essayer de proposer quelque chose sur la différence entre la sociologie française et américaine. Voilà, j'avais envie vraiment. C'est des trucs que j'ai déjà un petit peu fait, mais sur lesquels j'ai envie de revenir, quoi. Okay. On verra. Peut-être un peu ambitieux. Bon, bah ouais, on verra ça nous-mêmes. Exactement, c'est ça, quoi. Bon, mon Marcel. T'es prêt? C'est bon? Attends. Ouais, presque. Attends. Mais non, c'est mon chat. Je sais pas où le foutre de ce putain de chat, quoi. Ok, 13, 12, 10, bon, 11, yes, vas-y. Allez, bon bah des bisous. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi. Je vous laisse avec Philippe. Comme d'hab, ça va couper l'espace de 2 secondes et ça va reprendre dès que Philippe va cliquer. Si ça reprend pas, F5 évidemment. Je te passe la main. On commence par 13 évidemment. 13 à 10, je coupe. 13, 12,